Et une autre chose extrêmement importante, c'est quand tu penses à ton futur, ne pense jamais au négatif. Parce que si tu dis, et c'est ça s'est passé comme ça, et c'est ça, et si je vais en Thaïlande, je me casse une jambe, et si je vais au Brésil et ils me volent mon appareil photo, ça va se passer. Si tu le dis, c'est déjà ta réalité en fait. Ouais. Et du coup, tu dois vraiment être hyper positif. Tu vas te dire, bon, maintenant je pars au Brésil. Au Brésil, je trouve 10 clients et je vais gagner 10 000 € en 2 mois. Paf. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Exceptionnellement, dans cet épisode, je n'ai pas un, mais 2 invités. Il s'agit d'un couple d'entrepreneurs de digital nomades, c'est-à-dire qui travaillent en voyageant. Dans cette passionnante interview, Eddie et Alessia nous parlent de leur mode de vie et donnent de très bons conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel autre projet. D'ailleurs, si le digital nomadisme vous intéresse en tant que photographe et créateur, j'ai fait un atelier complet à ce propos dans la masterclass Photographe Pro 2.0 et c'est à retrouver dans le lien qui est en description. Je vous laisse en compagnie de ce charmant couple et je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour une petite surprise. Donc on est avec Eddie et Alessia. On dit Alessia ou Alessia? Alessia, ok. Qui est donc tous les deux vous êtes un couple de digital nomades et vous voyagez un peu partout dans le monde pour raconter des histoires et on va parler de tout cette partie-là et ce business model aussi, ce qui est intéressant. Et déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, toi Eddie? Est-ce que tu peux commencer à te présenter, dire un peu quel est ton parcours et comment tu en es arrivé là? Yes, donc j'ai 29 ans et en fait j'ai un parcours un peu atypique puisqu'en définitive j'étais en échec scolaire, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, etc. Et en fait j'ai jamais été très scolaire et en définitive à un moment donné mes parents m'ont acheté un ordinateur. Et en fait c'est là où tout a changé, dans le sens où je me suis mis du coup à jouer à Adibou, qui était du coup un jeu pour apprendre des choses à l'école, etc. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à installer un peu mes logiciels, etc. Après, j'ai pris l'ordinateur, je l'ai carrément mis dans ma chambre en tirant un câble RJ45. Et c'est là, en fait, que tout a commencé. Donc à l'époque, j'étais même fan de manga, de jeux vidéo, etc. Et en fait, à 12 ans, donc c'était en 2002, je me suis mis du coup à créer un site de manga. Et en fait, ça a été mon premier site. Donc à l'époque, je faisais ça sans vraiment savoir finalement tout ce qu'il pouvait y avoir derrière en termes de métier ou de modèle économique encore. Mais je me suis mis à créer ça et j'ai jamais réussi à le mettre en ligne. Donc j'avais le site en local en fait, mais j'ai jamais réussi à le mettre en ligne. Par contre après j'ai fait un petit site pour un peintre. J'ai aussi fait à ce moment-là du coup un petit jeu vidéo un peu comme Zelda en 2D, mais avec les personnages de Dragon Ball Z pour le coup. Et donc je me suis lancé dans plusieurs petits projets, etc. Et après, j'ai arrêté un peu le monde, je dirais, du développement. Et j'ai fait que du gaming, en fait, de 12 à 14 ans. Et à un moment donné, en fait, je jouais à World of Warcraft. Et j'avais une guilde avec laquelle je jouais, etc. Et puis quelqu'un a dit, mais qui sait faire des sites internet? Parce qu'on cherchait justement à faire le site internet de l'équipe, de la team de World of Warcraft. Donc j'avais fait des sites un peu avant. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être du coup l'occasion de m'y remettre. Et puis, bon, j'ai pas hésité longtemps. Hein. Je me suis dit, bon, mais moi, je sais faire des sites. Donc je me suis mis en fait à faire le site internet de ma guilde. Et donc c'était plutôt sympa, etc. Donc je jouais de moins en moins, j'étais de plus en plus de nouveau dans le développement web. Et en fait sur ce même site internet donc, de jeux vidéo, je me suis mis en fait à mettre des contenus à télécharger. Donc en fait j'ai mis des films, après j'ai mis des jeux de manga encore une fois. Et en fait je me suis rendu compte que plus je mettais des jeux, des films, etc., plus j'avais des visiteurs. Et je me suis retrouvé sur un site où ça concernait qu'une trentaine de personnes qui jouaient aux jeux vidéo avec 500, 1000 personnes par mois. Et là, je me suis dit, mince, il y a quelque chose à faire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était à l'époque le monde du Warez, ce qu'on appelle le direct download. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en fait, les gens qui voulaient télécharger sur Internet, ils utilisaient Emule, Kazaa, ils utilisaient vraiment des softs de peer-to-peer. Le protocole torrent n'existait pas encore de mémoire. Et donc du coup, Mega Upload n'existait pas encore, donc le monde de Direct Download, c'était vraiment issu du Warez et de toutes ces choses-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoint disons le plus gros site de Warez à l'époque, donc le plus gros site de téléchargement, et je suis devenu en fait le bras droit du fondateur, il m'a tout appris. Lui, il s'est fait choper, en fait. Et pas toi, tu cours encore. On mettra ton adresse dans la description de ce podcast.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait choper. Et puis moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais du coup, je vais créer mon propre site. Je vais monter ma propre équipe de uploaders. Et en fait, je me suis mis, donc là, j'avais 14-15 ans. Et donc, j'habitais toujours à Toulouse, d'ailleurs. Et donc, je me suis mis, en fait, à créer cette fameuse plateforme qui s'appelait doneworld.org. Et donc, j'avais une belle équipe qui mettait régulièrement du contenu sur les serveurs. Donc, les serveurs, du coup, qu'on avait piratés chez Free. Ok. Parce qu'en fait, à l'époque, chaque client de Free avait accès à un compte FTP de 10 gigas. Sauf qu'en faisant un petit clic sur le compte en fait, de l'utilisateur, tu pouvais débloquer des 10 gigas à 100 gigas. Donc en fait, on a piraté des forums, on a récupéré du coup le couple login-password, petit hack. Et en fait, de là, on a pu aller sur des comptes Free de plein de personnes, parce que la plupart des gens à cette époque-là, ils tournaient avec Free, il n'y avait pas autant de fournisseurs internet que maintenant. Et du coup, on avait plein de capacités de stockage sur plein de serveurs. Et donc, ça nous a permis en fait de monter un site avec énormément de contenu à télécharger. Et donc, on a fait un des sites qui était du coup un des plus grands en France, en Varèse. Okay. Et donc, c'est là où vraiment j'ai appris le développement web de manière intensive, on va dire. Parce que c'est ce que je dis du coup à beaucoup de gens qui me disent bon, ben, du coup, moi, l'informatique, il y a du potentiel, j'ai envie de me lancer là-dedans et j'ai envie d'apprendre le développement web. Mais ce que je leur dis en fait, c'est pas d'aller suivre des tutos et de s'arrêter là, c'est de se lancer tête baissée dans un projet. Bon, mon cas est particulier parce que c'était illégal, tu vois. J'étais jeune. Jusqu'à que le FBI arrive jusqu'à chez toi, demande à tes parents où tu es. D'accord. Mais nous, tous les deux, on s'est rencontrés pendant un événement de marketing, pas de marketing, d'entrepreneuriat. Et on a parlé directement un peu le même langage sur le SEO, le marketing et tout. Exact. Et tu étais en train de monter, donc tu avais déjà monté ta boîte à ce moment-là. Exactement. Là, j'étais pas dans les choses illégales. D'accord. En fait, le shift, il s'est fait à un moment donné où je me suis fait attraper, on va se le dire. D'accord. C'est qu'en fait, vu qu'on était très très gros sur le marché francophone, la concurrence qui est au Maghreb et qui, elle, voulait aussi produire du contenu sur Internet de ce type-là, mais nous ont balancé à la brigade anti-piratage. Et donc, du coup, là, c'était perquisition, etc., etc., etc. Et donc, du coup, je me suis retrouvé au tribunal des entreprises à Paris, à 16 ans, 300 000 € d'amende, etc. Et donc, ça, c'était très très chaud. Les tribunaux, ça a duré 2 ans. Ma famille était en pleurs, c'était catastrophique, j'ai énormément de regrets vis-à-vis de ça. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que d'une part, j'étais mineur au moment des faits, et également, avant de me faire attraper, j'avais tout coupé, et en fait, j'avais tout donné à mon bras droit. Et en fait, quand ce gars-là s'est fait attraper, du coup, il n'y avait plus mon IP sur les logs du serveur, c'était un autre nom de domaine, etc. Donc en fait, du coup, c'était mon ex-bras droit qui m'avait balancé. On avait tous 15-16 ans, c'était pas la mafia. Hein. Oui. Ah ouais, on était en slip devant les ordinateurs. Donc si tu veux... T'as payé les 300 000 du coup ? Non, la chance que j'ai eue, c'est justement non. Donc j'ai eu un rappel à la loi, un casier B12 pour mineurs, et ça s'est arrêté là. Et l'anecdote, en fait, c'est que le jour du jugement, c'était le jour de ma rentrée des classes en école d'ingénieur. Et donc du coup, je sors du tribunal, et dans la foulée, je vais à mon premier jour de classe. Et en fait, le shift, je dirais, dans le monde de la prestation pure, parce qu'en fait, mine de rien, même si c'était pas légal, c'était vraiment un projet start-up. Ouais. C'est-à-dire que en fait, tu arrives et tu crées un service en ligne. Donc c'est la facilité parce que bien sûr, c'est illégal, mais c'était plus de la start-up, c'était pas de la prestation de service, je vendais pas ma prestation. Et en fait, en vue des compétences que j'ai acquises grâce à tous ces projets, je me suis lancé dans la prestation de service. Petit à petit, parce qu'en fait, après m'être fait choper, du coup, moi, j'avais quand même une équipe de 30 personnes à mes côtés qui étaient prêts du coup à faire pas mal de choses, etc. Donc, je m'en suis séparé pour la plupart. Mais à un moment donné, du coup, je me suis dit, bon, ben, je lance un business similaire à celui-ci, mais légal, ce coup-ci. Et en fait, là, j'ai créé un site porno, figure-toi. Okay. Mais légal. C'est-à-dire que du coup, moi, j'avais fait un partenariat avec un distributeur, Drosilia, ça s'appelait. Et en fait, ce distributeur me fournissait énormément de contenu que je mettais en vente. Donc j'étais un reseller, un revendeur de contenu vidéo. Donc du coup, j'avais toutes les connaissances en termes de piratage, de hacking, etc. Donc encore une fois, là, j'ai fait énormément de spam pour réussir grâce à ça. Donc là, d'ailleurs j'y pensais ce matin, en fait je me baladais dans mon village avec mon vélo, avec du coup en bandoulière mon ordinateur portable. Et là en fait j'essaie de pirater le wifi des gens pour envoyer du spam depuis leur box, tu vois. Et en fait, j'ai envoyé un code promo pour une vidéo gratuite, mais le code ne fonctionnait pas, sauf qu'en fait, sur 10 millions de personnes, il y a forcément des gens qui achetaient, etc. Donc ce business-là, j'en étais pas forcément très fier, et c'est pas le genre de truc que je peux mettre sur mon CV entrepreneurial ni quoi que ce soit. Donc disons que c'est ce que j'ai essayé de faire après doneworld.org, mais j'ai arrêté très rapidement. Ça a duré même pas un an en fait, je dirais 6-12 mois.
Et en fait, après, et c'est là où on voit que le réseau, ça commence vraiment avec les parents, c'est qu'en fait, ma mère m'a présenté un courtier en complémentaire santé qui avait en fait besoin de logiciels pour son entreprise. En fait, lui, il ne savait pas comment ça s'appelait à l'époque, et moi non plus d'ailleurs. C'était assez marrant, parce qu'en fait, il m'a dit, bon, mais moi je voudrais un logiciel sur lequel, du coup, je puisse catégoriser tous mes futurs clients, et après leur envoyer des assurances par rapport à leurs besoins. En fait, il me décrivait le besoin d'un CRM, d'une GRC. Il avait le besoin de ce type de logiciel, mais ni lui, ni moi, à cette époque, on savait ce que c'était qu'un CRM. Donc en fait, à cette époque, j'avais les compétences de développer du software, puisque j'avais déjà fait pas mal de sites, mais je n'avais pas forcément les compétences pour monétiser vraiment mon service. Voilà, c'était mon premier client légal. Moi, la première fois que j'étais prestataire de service, j'avais à peine... Non, je n'étais pas encore majeur, j'avais 17 ans là. Et donc du coup, je me suis mis à développer son site internet d'une part, et aussi du coup tous ces logiciels de son système d'information. Et donc du coup, je lui ai développé sans le savoir un CRM en PHP procédural. Le CRM existait déjà à ce moment-là? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout sur le marché? Non, il n'y avait rien. Il avait FileMaker, qui était en fait un équivalent de MySQL un peu plus user-friendly. Ouais. Mais à part ça, il avait rien du tout. Donc j'ai créé son système d'information de A à Z, sans framework, sans rien, en PHP procédural. Donc ça a été très formateur. Puis c'était pour moi rémunérateur à l'époque. Maintenant, j'en rigolerais si je verrais les taux horaires que je prenais sur ça. Je devais prendre, je sais pas, 1 euro par heure, en fait, si je mets tout bout à bout. Mais à la fin, si j'avais 3 000 euros, j'étais content, en fait. Parce qu'à cette époque-là, j'étais en internat, c'est mes parents qui payaient tout, donc c'était quand même de l'argent qui me faisait plaisir. Et donc en fait, c'est là où tout a commencé, la prestation de service. Et donc après, j'ai compris qu'il fallait que je crée mon statut, que je crée mon entreprise. Donc du coup, je me suis mis auto-entrepreneur à 18 ans. J'attendais que ça, j'attendais ma majorité pour être auto-entrepreneur. Donc du coup, je suis passé auto-entrepreneur à 18 ans pile. Et là, j'avais commencé du coup une école supérieure d'informatique qui s'appelle le CESI EXIA. Et en fait, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon entreprise en parallèle de mes études. La chance que j'avais, c'est que tout ce qui est au programme au CESI et à l'EXIA, c'est des choses que j'avais déjà bien vues ces dernières années. Donc au final, le prof s'était bien rendu compte du fait que je maîtrisais pas mal de sujets et puis il me laissait tranquille. Il me laissait tranquille, donc même parfois, j'allais dans une salle à côté de la salle de cours et je ramenais mes clients à l'école. C'était un peu mon petit bureau, quoi. Donc, ouais, bon, c'était une école payante, hein, c'était 4 ou 5 000 euros par an à l'époque. Et c'est d'ailleurs grâce à mes parents que j'ai pu payer ça. Donc encore une fois, l'appui des parents, c'est primordial parfois. Et puis le réseau, le premier cercle de notre réseau qu'on ne sollicite pas assez en fait au final. Exactement, exactement. En fait, il faut savoir que nos parents, ça fait un moment qu'ils sont là, dans le monde du travail, etc. Et que le bouche à oreille, ça peut aller extrêmement vite. Donc il ne faut pas hésiter du coup à impliquer nos parents, nos voisins, dans ce qu'on est capable de faire. Et il ne faut pas hésiter du coup à faire comprendre aux gens ce qu'on peut faire. Parce que du coup, les gens, ils disent « bon, lui, il fait de l'informatique ». Et ça s'arrête là. Non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te permet du coup de vendre ton produit ou ton service. On peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, il faut bien être pédagogue parce qu'encore ma sœur, qui me connaît déjà depuis un moment forcément, qui a encore du mal à expliquer mon travail, tu vois. Donc vulgariser son métier et faire comprendre aux gens en fait que nous, on est là pour résoudre des problèmes sur un marché, résoudre des problèmes dans une industrie. Voilà, ça, il faut bien le faire comprendre aux gens. Et c'est comme ça, avec de la pédagogie, en communiquant un peu avec son premier cercle, qu'on arrive du coup à trouver nos premiers clients. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients, c'était avec mon cercle proche, etc. Et donc en fait, j'ai fait de la prestation de service pour pas mal de petites sociétés, mal payées. Au début, de toute façon, j'avais du mal à me vendre, etc. Je ne sais même pas si à cette époque, je savais ce que c'était qu'un taux horaire. Ouais. On en reparlera, ça, du taux horaire. Exactement. Donc tu as lancé cette boîte. Et donc j'ai lancé cette boîte. Du coup, en 2010, j'ai intégré la fameuse école d'ingénieur. Ouais. J'ai donné un nom à l'entreprise. Et c'était Devidia, D-E-V-I-D-I-A, qui existe toujours, Devidia. Et en fait, c'est la contraction entre development et idea, parce qu'en fait, on développe tes idées. Et c'est Devidia. Et donc, j'ai créé ça à ce moment-là tout seul. J'ai fait du coup 4 ans d'études. En vérité, il y en avait 5, mais j'ai arrêté à la 4e année parce que j'ai estimé que c'était suffisant. Et plutôt que d'aller faire une 5e année dans cette école-là pour apprendre des choses que je connaissais déjà, parce que je gérais déjà beaucoup de projets, et que la 5e année, elle était destinée en fait au management de projets, j'ai préféré du coup faire un double master entrepreneuriat. En fait, je suis parti à Lyon, à l'IAE de Lyon, et là, du coup, j'ai fait le master EMPMO, qui est un master en fait qui t'apprend à faire de l'entrepreneuriat. Ce qui était vraiment ce que je voulais faire à l'époque, donc ce qui fait que j'ai la double compétence à la fois technique et à la fois business. Et je voulais vraiment ce profil pluridisciplinaire. Et
Et je l'ai eu grâce à ce diplôme-là. Mais juste je voulais un peu introduire le fait que je m'étais associé, que après je suis monté un peu en puissance dans l'activité de prestation de service. Puisque après, si tu veux, à la 4e année, je suis parti faire mon stage à Dublin. Et en fait, à Dublin, à un moment donné, il y a du coup un très très bon ami de promotion qui m'appelle et qui me dit « Bon, mais du coup, moi aussi j'ai arrêté comme toi la 4e année. Et je fais de la prestation de service, mais du coup, j'aimerais bien m'associer avec toi, on a un truc à faire. » Et là, lui, en fait, il est métis gabonais-français. Et ses 2 parents, en fait, sont au Gabon, ils sont experts comptables. Il m'a dit « Écoute, Eddy, il y a un truc à faire. Toi, je sais que tu es assez proche de l'Afrique, etc. » Parce qu'à l'époque, je sous-traitais au Bénin certaines choses, le graphisme. Et donc lui, il m'a dit « Bon, mais écoute, toi, je vois que tu es déjà enclin à vouloir travailler, collaborer, à faire de l'offshore en Afrique. » Et donc, du coup, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai des contacts au Togo. On a déjà des bureaux, des gars qui sont prêts à travailler, etc. Donc, en fait, on a créé une joint venture. La joint venture, en fait, ça va être comme une spin-off. C'est-à-dire que moi, j'avais l'entreprise d'Evidia. Et l'idée, en fait, c'est d'aller créer vraiment une structure à l'étranger à travers, du coup, un autre homme. C'est ce que font beaucoup de sociétés du textile en Chine, en fait. Vu qu'ils ne sont pas chinois, ils ne peuvent pas potentiellement aller créer des sociétés là-bas. Donc, en fait, ils créent une société par le biais d'une autre personne. Et après, il y a un modèle de sous-traitance qui s'installe. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a demandé à quelqu'un de créer une entreprise pour nous là-bas. Et lui s'occupait de la partie, je dirais, logistique. Donc, recruter la femme de ménage, faire en sorte que les fournisseurs Internet, de l'eau, etc. soient payés. Et nous, on s'occupait vraiment de la partie recrutement des équipes techniques et formation des équipes. Et bien évidemment, suivi opérationnel, gestion de projet, etc. Donc là, on s'est mis du coup vraiment à délocaliser nos activités de prestataires de services. Donc on était toujours dans le développement, toujours dans le dur vis-à-vis du coup de nos projets clients. Mais du coup, ce coup-ci, on était aussi dans les RH, on était aussi dans la gestion de projet pure avec des autres équipes, on était dans la formation, etc. Et en fait, mon associé était aussi formateur dans les écoles d'ingénieurs, donc ce qui fait qu'il récupérait tous les contenus des écoles ici et il les donnait du coup aux équipes au Togo. Et donc du coup, on a recruté comme ça avec des modèles assez acquis, encore une fois, dans le sens où en fait, on faisait en fait des jeux concours en Afrique, au Togo, et on faisait passer dans les réseaux des développeurs africains le fait qu'il y avait soit un iPad, soit une enveloppe à gagner. Et en fait, tous les vendredis, on faisait venir les gens dans nos bureaux pour gagner de l'argent. On faisait venir les gens pour gagner un iPhone, un iPad, etc. Et en fait, le jeu concours, c'était réussir à développer un CRM en 3h30 avec un framework Laravel, un framework PHP. Et du coup, celui qui gagnait le concours, bien sûr, on lui donnait la récompense, mais aussi le poste. Et en fait, c'est grâce à cette technique qu'on a réussi à recruter des talents. Parce que le problème dans les pays d'Afrique, c'est que les talents, ils ne sont pas dans les écoles. Dans les écoles, tu as des gens qui peuvent se payer des études, mais tu n'as pas forcément les gens talentueux qui ont vraiment du courage et de la volonté. En fait, quand tu vas dans les cybercafés obscurs, là, tu vois des mecs qui ont vraiment du talent, qui ne sont jamais allés à l'école. Et c'est ces mecs-là qu'on cherchait. Et pour les chercher, il faut mettre une carotte. Donc on a mis du coup une récompense. Ils sont venus, on a fait du recrutement comme ça. On est monté jusqu'à une douzaine de développeurs dans notre plateforme offshore. Et donc là, d'Evidia, entre les collaborateurs qui étaient du coup en France, qui étaient plus avec des casquettes de chef de projet ou de directeur technique, directeur opérationnel, etc., etc. Et du coup, une équipe opérationnelle suivie d'extrêmement près en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était vraiment l'activité de prestataire de service. Si j'en parle, c'est parce que c'est essentiellement grâce à ça que maintenant, je peux me permettre en fait de me nomadiser. C'est-à-dire que cette activité de prestataire de service, je l'ai conçue pour que je puisse du coup ne pas être à un endroit fixe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je suis à Toulouse en fait, on avait un bureau à rue Pargaminière. Et en fait, mes clients sont pour la plupart en fait à Lyon et à Paris. Et mes collaborateurs, notre équipe de prod, elle est en Afrique. Donc en fait, ce modèle nous a permis de voyager. Ce modèle nous a permis de pouvoir travailler de n'importe où. Et donc à un moment donné, du coup, je me suis dit, pourquoi pas vivre ça pleinement et me nomadifier à 100%. Mais une chose à ne pas oublier, c'est que j'ai rencontré l'amour. Oh merde. Ah, ça c'est embêtant ça. Parle-nous de cette mésaventure. Non, ça a fait de moi le plus heureux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti avec mon jeune oncle, un oncle qui a mon âge. Je suis parti du coup en Croatie en vacances. Et donc on est pris un Airbnb. Et en fait, il s'est avéré qu'à l'étage, et bien du coup, il y avait ma femme. À cette époque-là, du coup, ma future femme. Elle n'était pas au courant. Okay. C'est ça, pas du tout. Et en fait, elle avait pris du coup le premier étage et moi j'étais au rez-de-chaussée. Et en fait, à un moment donné, du coup, on sortait avec mon oncle pour aller pour sortir. Et en fait, là, j'ai vu Alessia en haut des escaliers.
Et donc du coup, là, je lui dis « Excuse me, have you got a lighter ?» Donc c'était une petite phrase d'accroche. Ouais. J'ai demandé du feu. Et en fait, du coup, là, on a commencé à discuter, etc. Et c'est là que tout a commencé et qu'elle m'a parlé d'elle. Mais du coup, je vais la laisser un peu du coup, se présenter. Du coup, tu fumes? Attends. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a un an. Cette histoire aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Ouais. Ça tire pas grand-chose, ça tire une clope. Exactement. Non, du coup, moi, c'est Alessia et j'ai 21 ans. Et depuis toute petite, j'avais une grande passion pour les Balkans, les voyages, les pays de l'Est et les gitanes. Et du coup, j'avais genre 4-5 ans et je disais à ma mère, maman, je veux aller en Bosnie, maman, je veux aller en Roumanie, maman, je veux aller en Croatie. Et ma mère ne comprenait pas ce qui se passe avec cette fille. Et du coup, après, quand j'étais un petit peu plus adulte, entre guillemets, j'avais 14 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans mon village? Parce qu'en fait, je suis italienne. Et je viens d'un village de la frontière autrichienne, à l'extrême nord d'Italie, avec 10 000 habitants, une réalité très très petite. Et du coup, en fait, pour moi, c'était vraiment un réel handicap vivre dans un petit village comme ça, parce que je rêvais de voyager, je rêvais de m'éloigner de ce qui c'était vraiment ma petite maison, mon école et tout ça. Et du coup, à 14 ans, je me suis dit, comment faire? En fait, je ne pouvais pas bouger parce que j'étais mineure. Et du coup, j'avais encore 4 ans devant moi. Et du coup, j'ai réellement créé mon plan pour partir, pour tout quitter, pour commencer à vivre la vie que je rêvais. Et tu as vendu du porno aussi ou pas? Non, pas du tout. C'était beaucoup plus légal, mon histoire. Encore, je ne sais pas si tu déclarais l'argent que tu gagnais. Non, pas du tout. Tu vois, c'était en Italie, quoi. C'est légal là-bas, on va dire. Et tu gagnais l'argent comment, du coup? Et du coup, en fait, j'ai commencé... La chose de laquelle j'avais besoin pour vivre la vie de mes rêves, c'était l'argent. Parce que sinon, je serais été dépendante de mes parents. Et c'est à 18 ans, je disais à mes parents, regardez, je veux partir à vivre en Bosnie. Je ne sais pas s'ils auraient dit oui, tiens, 1 000 € par mois. Non. Du coup, je me suis dit, j'ai besoin de l'argent. Comment je peux faire de l'argent? Je viens de mes compétences. Et du coup, j'étais une brute à l'école. J'ai étudié les grecs anciens et les latins. Et du coup, je me faisais payer 25 € l'heure pour du coup, des leçons à la maison à d'autres gamins qui n'allaient pas bien à l'école. Et ils avaient besoin de réviser, etc., etc. Du coup, je faisais mon petit salaire à l'époque en faisant ça, et plus tous les boulots du monde. Genre, tous les façons de laquelle je pouvais gagner de l'argent, je le gagnais. Même s'il fallait tuer. Non, on dit pas à certains points, mais quand même... Tout, vraiment, travailler dans des petits cafés, faire du ménage, tout. Je faisais tout, absolument tout. Et d'ailleurs, pour moi, ça, c'est vraiment un plan chouette. Si quelqu'un veut vraiment se nomadifier, du coup, vivre un certain moment sans devoir avoir peur de ne pas avoir de l'argent, bosser comme des malades pour 3-4 mois, et dépenser le minimum possible et après, paf, partez en Thaïlande et dans cette façon-là, vous pouvez voir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, sans avoir 100 € sur les comptes bancaires, du coup, vraiment pour vivre l'esprit tranquille. Ouais, et déclencher les opportunités. Ben, si c'est ça, c'est sûr. Avec toi. Ça, c'est sûr. Parce que moi, du coup, j'ai bossé pour 4 ans. 2 ans après que j'avais commencé à bosser, du coup j'avais 16 ans, j'ai commencé à étudier le serbo-croate et du coup j'étais autodidacte et en plus j'avais connu une femme croate qui m'apprenait du coup les croates. Et j'ai fait ça jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai fêté mon anniversaire à Trieste, du coup à la frontière slovène. Et les jours d'après, j'ai pris l'avion à Ljubljana, la capitale de Slovénie, et je suis partie à Sarajevo. Du coup, vraiment, je n'ai pas attendu beaucoup, je suis partie tout de suite. Et pour 10 jours, en territoire bosniaque. Et tes études? Mes études. Moi, je n'avais pas de bac, ni rien. Et j'ai quitté l'école
2 mois avant la fin de l'école. Et j'étais en 4e année. En Italie, on a le bac à 19 ans. Du coup, j'avais 18 ans pile, poil. Et j'ai quitté vraiment l'école 2 mois avant la fin de la 4e année. Et je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon, je suis hyper puissant à l'école. Je n'avais pas fait d'absence à l'école, du coup, j'étais bien. Et le maximum en Italie pour perdre ton année d'école, c'est rester à la maison pour 90 jours. Et du coup, j'avais fait tous mes calculs, même si j'avais loupé les 2 derniers mois, ils peuvent pas me donner, on va dire, la 4e année. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie et je me suis dit, allez, si ça va, ça va. Si ça va pas, je ferai un an plus d'école, je m'en fous. Du coup, je parte et en 10 jours, j'ai créé ma vie, quoi. Vraiment, j'étais seule pour les premiers jours. Et les jours d'après, je rencontre du coup la femme qui est devenue ma meilleure copine. Et je rencontre plein de monde, plein de personnes magnifiques dans des milieux que j'adorais, du coup l'art, la culture, le théâtre. La vie que j'avais toujours rêvée, elle était en train de se construire petit à petit. Et les derniers jours, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais à l'ambassade italienne pour demander comment ça se passait pour les visas, etc., parce que la Bosnie, c'est pas en Europe. Et du coup, je me présente, il me met dans une petite salle d'attente et j'attends de pouvoir parler avec quelqu'un qui me donne des infos, etc., etc. Je me mets là et au bout d'un moment, un mec passe devant la porte de la salle, il me regarde et me dit « Tu veux un café ?» Et je dis « Bah oui, allez ». Et on va du coup sur la terrasse derrière et là on commence à parler, on commence à discuter. Je lui dis mon histoire, je lui dis qui je suis, et les choses que je voudrais faire et tout. Il me dit « Regarde, c'est parfait ». Parce qu'en fait, on cherche vraiment une personne comme toi, on cherche un jeune entre 18 et 26 ans pour du coup un stage à l'ambassade qui commence genre dans 10 jours. Tu veux le faire? Oui? Non? J'ai dit oui et là j'ai eu mon premier job. Et c'était pas un stage comme nous on connaît en France par contre, parce que nous en France les stages devaient être conventionnés. Là c'était un stage bosniaque, c'était particulier. Oui, c'était particulier, pas contractualisé. Pour la Serbie, du coup, enfin pour la Bosnie, pour la Bosnie, mais pas pour l'ambassade italienne en. Non, c'était pour l'ambassade italienne en Bosnie. D'accord, ok. Exactement ça. Mais c'est du coup, ton employeur, c'était le gouvernement italien ou? Exactement. En fait, j'étais là en forme de stage et j'étais payée comme un stage, je n'étais pas payée comme un salarié de l'ambassade. Mais en fait, tu as dit une chose qui n'est pas forcément vraie. En fait, la chose, c'est que j'avais mon petit contrat, un mois de stage à l'ambassade avec des choses que je devais faire, genre tu bosses ici, tu fais ci, tu fais ça. Ce stage, c'est, on va dire, là comme objectif de te faire apprendre ci, ça. Et du coup, c'était un petit peu ça. Et c'était légal. C'était légal, c'était pas illégal. Mais c'était pas conventionné par une école, ouais. Okay. C'était pas conventionné par une école. Parce qu'en France, en fait, ça marche comme ça. En France, tu passes à travers l'école. En Italie, tu peux faire n'importe... Cioè, tu dois pas forcément fréquenter une école. Okay. Du coup, ecco, c'est ça. Mais c'était légal. Et du coup, j'avais mon contrat de travail, etc. Là, du coup, je retourne en Italie. Et après 10 jours, je retourne en Bosnie et je commence à bosser. Je trouve mon appart et tout ça, je le fais en fait parce que j'avais pas peur d'être sans argent, entre guillemets. Et j'étais tranquille du point de vue économique et du coup je pouvais voir toutes les possibilités parce que certaines fois si on n'a pas d'argent on doit faire l'argent et du coup on n'a pas de temps libre pour trouver les possibilités
et les opportunités. Du coup, tous les 4 années que j'avais bossé avant, elles m'ont enfin servi pour avoir après l'indépendance financière qui appunto m'a donné ce boulot, etc., etc. C'était chouette. Et dès que je suis rentrée dans les réseaux de l'ambassade, j'ai connu plein de monde. Et surtout, on va dire, un lien qui s'est créé entre moi et les musées d'art contemporain de Sarajevo. Et du coup, j'ai commencé à avoir un deuxième job au musée d'art contemporain. Et du coup, ma figure, c'était traduire des documents et écrire des documents en italien, en bosniaque et en anglais. D'accord. Tu parles combien de langues en tout? Pas mal de langues, du coup je parle italien, anglais, français, un petit peu d'espagnol et croate, serbe, bosniaque. Et vabbè, grec ancien et latin. Si on veut le dire tous, ça fait 9 langues. Mais... C'est vrai que le grec ancien, ça sert beaucoup en soirée. Vero, c'est une chose que sans... Non, mais tu rigoles, mais moi, c'est la base de tout pour moi dans ma vie. Parce qu'en fait, moi, je traduisais des textes en grec, des textes en latin. Et ça m'a vraiment appris à voir la construction de la phrase. Et j'aurais jamais pu apprendre les bosniaques sans ça. Du coup, merci école italienne qui m'a appris ça. Et du coup, moi, je fais cette vie à Sarajevo pour 8 mois, plus ou moins 8-9 mois. Et après ça, je me suis dit quand même, j'aimerais bien avoir mon bac. Du coup, je retourne en Italie, mais pas dans mon village, parce que j'avais du coup un salaire. Je ne voulais pas retourner chez mes parents, je ne voulais pas retourner appunto, à la maison. Et du coup, j'ai loué un appart à Trieste, qui c'est à la frontière slovène. Et une fois par mois, j'allais à Sarajevo. J'allais dans une école superbe à Trieste, où j'ai eu mon bac. Et moi, en Italie, j'ai fait une école littéraire, mais qui en France n'existe pas. C'est une école où tu apprends principalement l'italien, la philosophie, les latins, les grecs anciens, et l'art, etc., etc. Et en fait, tu es revenu de Sarajevo, en Italie, avec un client récurrent. Et c'est ce client-là qui t'a permis de prendre déjà ton indépendance vis-à-vis de tes parents, puisque tu es revenu avec un contrat, parce qu'en fait, l'ambassade italienne à Sarajevo continuait du coup à te filer des contrats quand tu passais ton bac. Exactement. En mode indépendante? En mode indépendant. Ok. Ça, plus les musées aussi. Génial. Ouais. Et du coup, j'ai continué à faire ça. Et en fait, mon boulot, c'était de traduire la presse. Du coup, des documents de presse. Des revues de presse? Oui, ou des avis pour les Italiens résidant en Bosnie, des choses comme ça. Ou des événements. Du coup, il y avait des événements culturels ou entre ambassades, au musée, notamment quand le président d'Italie est venu au musée à Sarajevo. Du coup, il y avait toute la représentance italienne, j'étais là, etc., etc. Et en fait, j'avais un rôle, on va dire, de traductrice junior, on va dire, parce que j'étais vraiment... C'est en faisant que j'ai appris le boulot. Parce que j'étais tellement jeune, parce qu'à 18 ans, en fait... Mais ça, pour moi, c'est un message super beau, parce qu'en fait, je vois beaucoup de copines qui, maintenant, elles ont mon âge, du coup, 21 ans. Elles me disent, oui, mais je suis encore jeune pour faire ça, j'ai l'université, machin. Mais en fait, elles font pas une chose qui les passionne vraiment, une chose qu'elles aiment vraiment de tout leur cœur. Et du coup, si je peux vraiment donner un conseil à tout le monde, c'est de suivre la chose qui vraiment ça vous plaît, la chose que ça vous motive. Et même si ça paraît débile aux yeux des gens. Exactement. Parce qu'à 18 ans, vouloir partir en Bosnie sans objectif précis, ça, un papa, en termes de plan, il a du mal à le valider, quoi. Donc, Alessia a suivi son cœur. Ouais, et c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est la chose, la meilleure chose à faire. Ouais. Ouais. Ah, c'est clair. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir ce pragmatisme que tu as eu de te dire si je veux de déconstruire un objectif comme ça, je veux aller à tel endroit, du coup il me faut de l'argent, comment j'ai de l'argent. Tu vois, il y a beaucoup de gens, mais ça c'est le problème très français, je ne sais pas si tu l'as vu dans les écoles, ou dans la grande école où tu étais, enfin l'école d'ingénieur, où dès que tu arrives, on te fait comprendre qu'à la fin, le but du jeu c'est d'avoir un bout de papier qui va te permettre d'avoir ta place dans une société, dans une hiérarchie, dans une boîte. C'est pareil en Italie. C'est pareil en Italie et je te dis la sincère vérité, moi je ne suis pas du tout pragmatique.
mais si je veux quelque chose, je vais trouver les moyens de l'avoir, tu vois. Et du coup, sur certaines choses, je ne suis pas du tout pragmatique. Sur des choses, je me crée vraiment un parcours mental avec des objectifs, avec des choses. Moi, je crois beaucoup dans la visualisation des choses. Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu te vois? Comment tu te vois la personne que tu veux être? Qui veux-tu être, toi? Et si tu t'imagines, je ne sais pas, moi, j'ai toujours voulu bosser dans la culture. J'ai toujours voulu avoir Maintenant, j'écrive même, c'était ma plus grande passion. Et ça l'est toujours. Et en fait, si tu t'imagines une certaine personne, du coup, tu as un certain caractère, un certain personnage, on va dire, à l'intérieur dans la société, entre guillemets. Après, en partant de ça, tu peux, on va dire, te créer toutes les étapes qu'il te faut pour arriver à être cette personne, ou avoir ce job, ou faire ce type d'expérience. Et c'est comme ça, en fait, que c'est né le fait d'être nomade. Et du coup, j'ai rencontré Di, j'avais mon bac, et je venais de terminer comment ça se dit, mon bail. Ton bail, ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, en Italie. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'université? Je retourne en Bosnie? Bon, je ne sais pas. Et du coup, j'ai rencontré Di. Après 10 jours, j'étais à Toulouse. Avec mes valises. Rapide. Ouais, c'est clair. Elle était complètement libre, en fait. Ouais. Elle avait eu son bac. Et c'est là, en fait, que grâce à Di, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients. J'ai commencé à bosser du coup pour des agences web qui avaient besoin de contenu pour leur site, rédigé ou traduit. Du coup, plein d'agences web ou même des commerces, des hôtels, des restaurants. Et après, j'ai commencé à faire une chose super cool, du coup, de sous-titrage pour des films chinois pour Huawei. Parce que Huawei est en train de faire les Netflix chinois et du coup ils avaient besoin de sous-titrages. Beaucoup de traduction. Ouais. Beaucoup de sous-titrage, traduction. Ouais, trop cool. Et tout ça grâce à freelance.com. Là, j'ai trouvé tous mes clients. Freelance.com. Ouais. Ok. Ouais, qui est un peu comme Fiverr ou des trucs comme ça. Exactement. $5.com. Ouais. Exactement. Et du coup, je fais 1-2 mois de sales. Et là, j'ai trouvé plein de clients en conservant toujours l'ambassade. 1 mois de vente, je traduis sales. Vas-y. Et c'est ça. Et après, l'année dernière, j'ai écrit 4 livres pour une école de langue à Milan. Et maintenant, je suis en train de les traduire. Du coup, c'est chouette. Génial. Ouais. Ouais. Et du coup, là, Alessia, en fait, elle a vécu l'expérience de, bon, j'ai des compétences et comment les proposer à un marché. Et donc, du coup, pour ceux qui ont des compétences, ben, ça peut être du coup en photographie, en illustration, en graphisme, en développement web, ou même des choses complètement improbables, ébéniste ou je ne sais pas. En fait, tout peut ben, du coup se monétiser sur un marché, puisqu'en fait, à partir du moment ben, qu'il y a de la demande et que vous êtes en capacité à proposer une offre en face de ça, voilà. Et donc, du coup, il y a plusieurs leviers qui existent. Après, pour moi, il y a 2 choses essentielles à faire. La première chose, c'est savoir se vendre. Tu dois vraiment être hyper puissant à te vendre. Alors, comment tu fais ça? Alors, pas pour être, parce que je ne suis pas Dieu, hein, mais c'est une chose que j'ai naturellement. Ça, ou tu l'as pas. Je ne suis pas d'accord, tu peux l'acquérir. Tu peux l'acquérir, mais quand même, tu dois faire 6 mois de vente, pas 2. Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec moi? En fait, ça va vous prendre plus de temps. Mais vous y arriverez, hein. Sauf que, en fait, vous devez être sûr que c'est vous et que vous. Il n'y a pas d'humilité, en fait. Moi, je suis humile, hein, mais là, il n'y a pas d'humilité. Tu dois vendre, en fait, parce qu'il y a plein de monde qui parle italien, anglais et bosniaque, peut-être non. Mais il y a plein de monde qui parle, en fait, des langues en Europe, machin. C'est simple. Il y a plein de monde qui a fait des universités et qui a fait beaucoup plus d'études que moi. Et pourquoi les gens choisissent moi
et pas eux. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sortent de l'école et ils ont une approche beaucoup, on va dire, théorique et pas pratique de la chose. Et ils n'ont jamais appris à faire de la vente. Et du coup, en fait, tu dois comprendre vraiment les besoins du client. Tu dois créer un lien, entre guillemets, d'amitié. Tu ne dois pas être quand même comme si tu parlais à ton prof. Genre vous voyez, etc. Moi, je suis pas... non, en fait, tu dois créer un lien assez proche et une connexion. Et après, tu dois vendre en fait tes capacités. Tu dois jouer toutes les cartes que tu as pour, du coup, faire imaginer au client que c'est que toi qui peux faire le boulot vraiment d'une façon magnifique. Et moi, j'ai une approche un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à l'écoute active. Tu écoutes les besoins. Et après, moi, en fait, j'aime beaucoup faire ce qu'on appelle de l'anti-vente. C'est-à-dire, donc, voilà, moi, en fait, j'écoute les besoins, je lui donne du conseil gratuit et très pertinent. Et après, je lui dis, voilà, pour ce besoin-là, vous pouvez aller sur freelancer.com, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là. Et donc, le client, il voit que je suis bienveillant vis-à-vis de lui. Il me dit, ah bon et tout, mais ils vont me demander combien? Et bien là, je lui donne les prix du marché. Avec une agence web, ça va coûter 600 €, avec un freelance, ça va coûter 300 €. Et puis là, c'est le client qui me dit, mais vous êtes à combien? Et en fait, c'est du coup de l'anti-vente parce qu'en fait, tu ne vends pas ton produit. Au contraire, tu essaies de ne pas le vendre. Et en fait, c'est le client qui se met en position d'acheteur. Et ça, après, toutes les écoles fonctionnent hein, si c'est bien fait. Mais cette approche-là, moi, je l'aime bien parce que ça ne me met pas en position de vendeur de tapis. Et ça me met en position d'expert technique, de conseiller en toute bienveillance. Et c'est pas un rapport qui est malsain. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, s'il ne part pas avec moi, bah, ça va être une personne avec qui j'ai eu un bon échange. Et puis voilà, je ne cherche pas à closer tous mes prospects, quoi, en fait. Mais cette chance-là, c'est aussi parce qu'on est dans un marché, dans le milieu du digital, où il y a quand même beaucoup de clients, où en fait, il n'y a pas une vraie concurrence. Moi, je n'ai jamais été gêné par mes confrères, plus que ça, quoi. Après, moi, je bosse avec des Italiens. Aux Italiens, tu dois vendre du rêve. Si tu vas lui dire... tu peux aller ailleurs. Je vends du rêve. Si toi tu lui dis que tu peux aller ailleurs, l'Italien, il te dit ok, ciao. Mais c'est bien amené. C'est pas lui dire voilà, moi je le fais pas pour aller voir ailleurs. C'est plutôt de me dire j'ai compris ce que vous souhaitez et je vais même vous dire encore mieux. Voilà ce qui sera encore mieux pour vous. Voilà ce qui est vraiment. Vous allez gagner temps, etc. Donc ça fait rêver en fait quand tu dis à un client que tu peux mettre des actions en place qui vont résoudre ses problèmes, qui vont doubler son chiffre d'affaires. Tu apportes de la valeur en fait. Exactement. Et ton taf, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Que les gens comprennent la valeur que tu apportes. Et si tu apportes un petit... C'est comme un restaurateur qui va te faire tester un apéro, qui va te mettre un truc super sympa sous le nez. Tu dis, mais si j'ai ça gratuit, qu'est-ce que j'aurai si je paye quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est intéressant, je pense que vos deux visions sont complémentaires aussi. Parce que toi, quelque part, tu apportes de la valeur, mais tu le montres... tu vas vraiment montrer ce que toi tu fais comme valeur en plus. Lui, il va avoir une façon un peu plus détournée pour le montrer, mais le faire comprendre, que ça vienne de la personne, plutôt que ce soit proactif. En fait, pour moi, la chose hyper intéressante, c'est vendre le fait que toi, tu es unique. Et que du coup, derrière ma traduction, si je dois traduire quelque chose en bosniaque, et j'ai traduit 1000 documents en bosniaque qui concernent l'argument de la culture. C'est clair que c'est une chose beaucoup plus intéressante d'une personne qui a traduit 10 textes dans une école qui parlait, je ne sais pas, des choses débiles, quoi. Oui, après tu capitalises sur ton expérience et bien sûr. C'est ça. Alors du coup là, il y a vraiment un enseignement... Et après, vas-y amore, vas-y. Après, un enseignement extrêmement important, parce que du coup j'ai eu l'occasion de coacher quelques freelances pour qu'ils puissent se lancer. Et il y a un enseignement extrêmement important en fait, c'est qu'il vaut mieux en fait décevoir un client que jamais en satisfaire. Et ça en fait c'est vraiment une phrase que j'ai entendue je ne sais plus où, mais ça veut tout dire. Parce que j'ai tellement vu beaucoup de gens qui ont des compétences mais qui n'attrapent pas les clients parce que du coup ils pensent ne pas réussir à le faire parce qu'ils n'ont jamais fait comme les clients le veulent et du coup qui se mettent du coup à manquer de confiance en eux par rapport à leurs propres compétences. Ça c'est un problème. On doit être audacieux en fait. On doit être audacieux. Et en fait, si un client vous dit bon, mais du coup, moi je voudrais du coup des photos qui soient prises en descente en rappel et que vous n'avez jamais fait de descente en rappel, vous dites oui, je sais faire. Même si vous ne savez pas le faire. Ça s'appelle aussi dans le milieu des startups le fake it before you make it. C'est en fait vous ne savez pas encore le faire, mais vous savez au fond de vous que vous avez les capacités. Et donc du coup, vous le faites. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Vous décevez un client, mais vous ne décevrez pas le deuxième. C'est ça.
Et ça, c'est un bel enseignement. Et après, j'ai aussi vu beaucoup de freelance qui ont peur de la vente, qui se mettent à bégayer quand ils parlent à un client. Et ça, c'est du coup une approche qui est différente. Et là, du coup, il y a d'autres techniques. Moi, j'aime beaucoup, en fait, dans le milieu du B2B, c'est-à-dire que si vous adressez un produit ou un service à destination d'autres entreprises, j'aime beaucoup, du coup, le mailing. C'est d'ailleurs dans ce milieu-là que tu m'avais connu à l'époque un peu. Et moi, je considère que du coup, en sales, en vente, en B2B, le mailing, c'est du coup une très très belle arme. Après, il y a aussi le LinkedIn, il y a plein de choses qui existent. Mais le mailing, c'est une belle approche, surtout si c'est couplé à ce qu'on appelle du coup du marketing automation. Et c'est-à-dire qu'on met en place des scénarios où en fait vous envoyez un premier email et en fonction du comportement de la personne sur l'email, eh bien, vous décidez de comment entre guillemets, le robot ou l'algorithme va se comporter. Exemple, vous envoyez un email pour vendre votre service. Si la personne n'a pas ouvert, vous lui envoyez un deuxième email 3 jours après avec un autre message. Si par contre la personne a ouverte, vous envoyez un autre message avec un discours différent. Si la personne a ouverte et qu'elle a cliqué sur une de vos prestations de service, sur un lien dans votre email, là, vous envoyez un email bien évidemment spécialisé sur ce service-là. Et ce qui est bien avec ça, en fait, c'est que c'est du mailing automatisé. C'est-à-dire que vos relances sont automatisées. Et donc là, en fait, vous arrivez à décrocher des rendez-vous téléphoniques avec des gens qui ont déjà plus ou moins du coup un intérêt vis-à-vis de votre service. Donc c'est peut-être moins brutal pour vous que d'aller faire de l'appel sortant et d'aller appeler des gens en mode prospecteur 1.0. Donc c'est peut-être du coup une bonne approche de le faire par du LinkedIn, par le faire par du mailing. Après, il y a aussi du coup les événements business où c'est plutôt sympa parce que les gens ils passent un moment plutôt agréable, ils sont décontractés. Donc ça c'est chouette. Il y a les clubs business, il y a le CJD que j'apprécie beaucoup. Le CJD? Ouais, le Centre des jeunes dirigeants. C'est à Paris ça? C'est partout. C'est un club business payant. Je ne sais plus combien c'est, je crois 1 400 € l'année, mais j'ai peur de dire une bêtise. C'est comme un BNI en fait. C'est pareil, sauf que le BNI c'est américain, je crois que le CJD c'est français, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises encore une fois. Et en fait, c'est beaucoup plus décontracté que la BNI. La BNI, en fait, tu viens, c'est pour faire du business, c'est clairement explicite. Le CJD, par contre, tu vas pas pour faire du business à la base. Tu peux parler de business dans les couloirs, mais quand tu y vas, c'est pour faire une activité avec des chefs d'entreprise. C'est pour parler développement personnel. C'est pour aller s'entraîner à devenir clown. Et ça, je l'ai vraiment fait à Lyon, tu vois. C'est-à-dire tu vas dans un vrai cirque et tu as plusieurs entrepreneurs en fait qui apprennent à marcher sur une corde, à faire des activités qui se font dans les cirques. Et en fait, tu es là en train de vouloir se mettre debout sur un ballon avec du coup un directeur achat d'EDF. Excellent. Ouais. Et du coup, là, c'est complètement décomplexé. Et eux, ils se veulent vraiment ne pas être du coup des BNI, pas du tout quoi. Eux, c'est vraiment décontracté. J'ai plus pris en tête malheureusement parce que c'était un moment que j'ai arrêté tout ça parce que justement pour ma part, les activités de mailing que j'ai fait en 2016, en fait, m'ont apporté mes clients pour 4 ans. C'est-à-dire que j'ai fait 2 mois de mailing et j'ai eu des clients pendant 4 ans et je les ai encore. Donc en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vente pure en sortant, en faisant du mail ou de la prospection. Mais globalement, voilà, c'est des choses que je recommande, même aux gens qui ont du mal à s'exprimer ou qui peuvent même perdre leurs moyens quand ils sont face à un client ou ce genre de choses. Il faut vraiment que ces personnes-là gardent à l'esprit que du coup, ils ont une compétence en or, il faut qu'ils se valorisent, il faut qu'ils sachent, parce qu'en fait, c'est en fin de compte un manque de confiance en soi. Et le fait de réaliser des petits projets va en fait faire gagner en confiance. Moi, j'ai gagné en confiance, pourquoi? Parce que j'avais fait une douzaine de petites startups dans ma chambre sans le savoir. Donc quand j'étais face à un client, je pensais pouvoir tout révolutionner. Pour un graphiste, pour un photographe, etc., croyez en vos photos. Faut qu'il... Mais ça, c'est pas facile. Hein, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui disent « je sais pas me vendre ». Et c'est clair quand on déconstruit le problème, c'est pas « je sais pas me vendre », c'est « j'ai pas confiance en moi » au final. Et du coup, le problème, c'est que comment avoir confiance en soi quand dans ton environnement, tout était fait pour pas que tu aies confiance en toi. Je suis d'accord. Ça, c'est pas forcément évident. Il faut faire des micro-succès. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr que si à un moment donné, on crée Facebook, on gagne à la confiance. Je suis d'accord. Mais en fait, faire des micro-succès, c'est du coup, je dis une bêtise, réussir à se réveiller tous les matins et faire du sport avant d'aller bosser, quoi. Un micro-succès. Réussir à créer un site vitrine pour le coiffeur du quartier, petit succès. Et en fait, à force de petits succès, on va gagner en confiance. Mais du coup, ça nécessite à chaque fois du coup, de sortir un peu de ta zone de confort, peu à peu à chaque fois. Et au bout d'un moment, quand un coiffeur va vous dire « Bon, est-ce que vous faites des sites ?» Là, vous n'allez pas bégayer parce que vous allez être « Bah oui, j'en ai déjà fait 3 avant. »
Peut-être sous-payé, oui, mais du coup, vous avez acquis la compétence. Ça demande aussi quand même de devoir se dire tout ce que j'ai fait, ça a quand même de la valeur. Parce que moi, je connais pas mal de photographes qui suivent ce podcast aussi, qui pensent qu'ils repartent à zéro à chaque fois qu'ils ont une nouvelle prestation à faire, un truc comme ça. C'est pas forcément évident. C'est quoi ton conseil sur ça? Sur la partie confiance en soi? En fait, pour moi, il faut voir où tu veux arriver et il faut que tu crées ton itinéraire. Tu crées ton itinéraire, tu crées tes étapes. Du coup, la première étape, pour faire ça, j'ai besoin de ça. Et chaque fois que tu accroches, on va dire, les points à côté des tâches, entre guillemets, chaque fois que tu accomplis une tâche, c'est un petit succès, c'est une petite chose qui te porte de plus en plus proche, on va dire, à l'objectif final. L'objectif final, c'est de gagner 4 000 € par mois en étant photographe et en voyageant le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Et là, tout est construit grâce, on va dire, à des amis qui font la même chose, ou même sans honte ni rien, tu trouves des photographes sur Instagram qui font ça et tu lui écris tout simplement des messages. Comment t'es arrivé à faire ça? Première étape. Franchement, il faut vraiment pas avoir de la honte ni rien. Il faut vraiment demander comment t'as réussi à faire ça, etc., etc. Après, il y a plein de façons de le faire parce que il faut vraiment mettre toutes les possibilités que tu as pour réussir. Par exemple, là, on était en train de parler et je me suis dit, un photographe qui veut voyager le monde et avoir quand même un aspect quand même plutôt sûr, entre guillemets, c'est d'écrire à tous les couples de digital nomades qui ont de 10 000 à 20 000 followers, est-ce que vous avez besoin d'un photographe qui vous suive pendant vos voyages? Paf! C'est une très bonne idée. Cioè, plutôt qu'aller à Bangkok et galérer, toquer à la porte de 1000 personnes ou écrire à 1000 blogueurs sur Instagram, etc., point à un couple ou à une personne qui voyage seule, c'est pareil, qui a quand même de la visibilité, qui du coup a les moyens pour te payer, et propose tes services H24, des vidéos, photos, etc., etc., etc. Du coup, tu auras un client à Bangkok, un client à Hanoï, je ne sais pas, comme ça, tu vois. Et c'est des gens avec lesquels tu collabores sur une base fixe, etc., etc. Et pour moi, pour du coup vendre ça, vendre tes prestations, etc., etc., notamment une chose essentielle, c'est de créer ta propre identité. Du coup, un photographe a une puissance énorme en termes de visuel même, et créer ta propre vitrine, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur un site web, que ce soit sur des plateformes de photographes, etc., etc. Pour moi, c'est extrêmement important parce que notamment nous, on cherchait un photographe à Marrakech. Et déjà, à Naples. Et du coup, déjà, tu arrives sur un profil d'un gars qui a une belle petite biographie, qui a des belles photos, qui a un bel feed Instagram, etc., etc., ça change la donnée. Et du coup, tu peux même demander 100, 200, 300 € en plus. Et si toi, au début de ta carrière, tu dis, bon, je mets 500 € ou 1000 € même, pour créer, on va dire, mon image, ok? Du coup, tu crées ton site, tu crées tous tes profils sur LinkedIn, Instagram, Facebook, tout. Ou tu prends des prestataires qui écrivent pour toi un petit peu ta biographie ou qui écrivent, on va dire, les contenus sur ton site, ou tu le fais toi-même. Mais tu fais une chose propre, bien faite, tu te mets là même un mois et demi et tu crées ton image. Parce que ça, tu vas la vendre pour les prochains 5 ans, tu vois. Et du coup, une fois que tout est bien fait, tout est bien créé, les gens, quand ils vont taper ton nom sur Google, ils vont tomber sur quelque chose de propre. Et du coup, tu vas pouvoir mettre des tarifs même plus hauts parce que ça fait plus classe, ça fait plus corporate, c'est plus beau, quoi. Et du coup, entre guillemets, tu triches un petit peu, peut-être que tu as les mêmes compétences d'un gars qui met les choses n'importe comment, tu vois, et qui demande 100 €. Toi, tu en demandes 300. Les gens viendront chez toi. Hein.
Franchement, c'est un petit peu comme pour les marques de luxe, franchement, Dior ou Zara. Ouais, l'image de marque joue énormément c'est dedans. l'image de marque qui change. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est la chose que moi, je fais au début. D'y a créé mon site. Après, j'ai écrit les contenus et tout, avec les prestations que j'offrais, etc., etc. Et ça fait la différence. Quand tu parles de toi, tu donnes ta carte de visite. La carte de visite, elle est sympathique. La personne se rappelle de ça. C'est beau quand même. Et du coup, si tu fais ça, tu as un beau profil. Après, il y a spécialement les influenceurs et tout ça. Ils vont tomber sur ton profil, ils vont te choisir plutôt que choisir une personne qui fait les choses tout un petit peu comme ça, quoi. Du coup, pour moi, c'est très important. Nous, notamment, on avait choisi un photographe à Marrakech qui coûtait un petit peu plus, plutôt qu'aller avec des gens qui, peut-être, ils étaient bons quand même. Ouais. Après, il y a la question de se dire, il faut bien commencer des premières prestations photographiques. Pour avoir un feed Instagram, par exemple, il faut déjà avoir fait des photos, etc. Et il y a même une approche un peu plus bourrin pour commencer. On pourrait se dire, bon, superbe idée d'ailleurs, chérie, hein, cette idée d'aller contacter des influenceurs pour leur proposer de les suivre, etc. Mais c'est de faire ça gratuitement, peut-être pour kiffer, si vous avez un peu d'économie ou je ne sais pas. Et déjà, ça vous fait quelques premières références. Pour les Instagrammeurs, du coup, ils peuvent au moins vous payer le logement et la bouffe au minimum. Après, il y a des deals qui peuvent se faire. Spécialement dans des pays comme ça, tu vis avec eux. Il y a des deals qui peuvent se faire. Et puis, après avoir vu plusieurs pays, plusieurs belles photos, etc., là, vous pouvez effectivement monter le book, monter le Instagram, le site internet, etc. Ouais. C'est ce qu'ont fait pas mal de cadreurs de youtubeurs, il me semble, ou des monteurs de youtubeurs aussi, qui bossaient un peu gratos au début ou pour vraiment pas cher et qui au final sont rentrés dans le réseau quand les mecs ont passé les millions d'abonnés. Exactement, ouais. Ils se sont lancés et puis ils ont récupéré un peu tout ce qu'ils avaient investi du coup là-dedans, quoi. Ouais. Puis ils ont gagné en formation aussi. Ah ouais, ils sont appris carrément. sur le tas. C'est ce que dit, je crois, Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Il dit que si tu veux trouver un boulot très facilement, ton rêve c'est de bosser dans une librairie. Tu vas dans la librairie, tu dis je veux bosser pour vous gratos pour une journée. Si vous êtes content à la fin de la journée, vous m'engagez, sinon vous avez gagné un mec pour une journée et je m'en vais. Ouais. Et c'est une très bonne. Ça marche dans les restaurants, des trucs comme ça. Ouais, carrément. C'est ça. Super. Moi, au début, au musée, et beaucoup des choses que j'ai fait d'ailleurs en Bosnie, des traductions pour des assos, des choses comme ça, je les faisais seulement parce que j'aimais bien la chose. Et du coup, en fait, c'est créer même un réseau. Du coup, l'idée de dire c'est chouette de fréquenter des vrais propres groupes avec des activités, etc., etc., de sortir dans des lieux dans lesquels, du coup, tu peux trouver des gens qui ont tes mêmes passions, tes mêmes intérêts. Ça fait aussi que tu crées un réseau qui après te ramène des clients, qui te ramène des compétences, etc., etc., etc. Oui, parce qu'au final, c'est une question d'investissement. Et le mot, il est important. Et ça fera une bonne transition aussi sur d'autres trucs. Mais quand justement, l'idée, c'est pas de bosser gratos pour bosser gratos. Parce que là, il y a des photographes qui nous écoutent qui vont nous dire mais non, mais attends, on va pas bosser gratuitement parce qu'on aura aussi une image du mec qui a bossé gratos une fois, donc il le fera toute sa vie. L'idée, c'est plus un investissement. C'est plutôt que d'acheter une prestat de site internet ou faire des cartes de visite, des choses comme ça. Tu vas prendre de l'énergie, du temps, enfin du temps et du coup de l'argent que tu aurais pu gagner ailleurs, tu vas l'investir pour quelqu'un d'autre, en fait, au final. Justement, toi, qu'est-ce que vous avez c'est quoi votre vision à tous les deux sur cette partie-là? Parce que là, tu me dis que vous faites appel à des photographes, vous payez des photographes pour faire des images de vous, pour votre site internet, c'est ça? Ou votre compte Instagram? En fait, comment t'expliquer? Ici, on a notre trépied, qui tu vois là. Et en fait, au début, quand on a ouvert notre compte Instagram, c'était totalement comme ça, à l'arrache, sans même y penser ni rien. Et on l'a ouvert, du coup, quand on était à Lyon, en juin 2019. Et c'était un mois avant de partir en Grèce, du coup à Athènes, où on a passé nos premiers 2 mois de digital nomade. Et là, en fait, on n'était pas du tout équipés. Du coup, on avait un petit trépied, mais tu vois les gorilles pauvres, vraiment petits. Et nous, on croyait de faire des photos avec ça, avec notre portable, genre... ouais. Et du coup, on va dire qu'au début, on s'inspirait des gens qui avaient plus de followers, qui faisaient des belles photos, etc., etc.
Et petit à petit, au début, c'était en fait moi que je prenais en photo Eddie qui prenait en photo moi. Et on n'était pas... Ou on demandait à des gens, sauf que les gens, tu peux tomber sur quelqu'un de bien qui te prend une belle photo ou quelqu'un de mal, du coup. Qui part avec le téléphone. Ouais. Et du coup, au début, jusqu'à, on va dire, septembre 2019, on a fait des photos, oui, sympathiques, mais pas top, tu vois. Et... Mais, comme tous les débuts, tu fais des essais, tu vois ce qui marche, ça ne marche pas, oui, c'est beau, oui, c'est joli, ça nous plaît. Et tu te formes en fait sur les produits que tu veux donner à ton public. Et après, on a investi dans le Lumix. Donc, c'était tripode plus Lumix. Ouais, cet petit appareil photo qui a duré 2 mois. Ouais, c'est un compact à 600 € quand même. 600 €. On a pris un Leica Lumix, j'ai plus la ref exacte. Ouais. Et vous l'avez flingué? On l'a flingué parce qu'en fait, on est parti faire du free camping sur une île dans les Cyclades en Grèce. Ouais. Et en fait, l'humidité, vu que c'était pas un appareil professionnel, et pourtant, on ne le sortait pas souvent, il était dans le sac, tu vois. Mais c'est tellement humide quand t'es prêt. On était dans la plage pratiquement à dormir. Et... J'en ai tué un à Zakynthos, un boîtier. Ouais, qui a pris un peu d'eau, enfin beaucoup d'eau quand même. J'ai un peu déconné. J'ai mal anticipé, mais ouais, ça arrive. Ouais, tu vois, nous, c'était même pas un verre d'eau, on était trop déçus, quoi. C'était la sable, c'était un verre de sable. Oui, il y a du sable, il y a du sable, et aussi, quand les gars l'ont ouvert, il y avait aussi, du coup, à cause de l'humidité, quoi. Ouais. Et c'est là où vous vous êtes dit, on va faire appel à des pros? Même pas. Non. En fait, l'appareil qu'on a maintenant, c'est un Canon qu'on a là. Et c'était mon appareil. Mon père était photographe. Et après, il est devenu journaliste. Enfin bref. Mais à la base, il est photographe. Et du coup, il me l'avait offert quand j'avais 15 ans, 16 ans. C'est un 550D. Pour, on va dire, me donner la passion de la photographie. Et j'adore la photographie, mais je ne suis pas devenue photographe. Mais en fait, après, il est super utile. Maintenant, on l'utilise avec beaucoup ce trépied. Ouais, en fait, la transition du trépied, au début, on s'était dit, bon, il nous faut un photographe, il faut qu'on sollicite des gens. Donc, on allait sur les plateformes de photographes. Mais c'était vraiment cher, en fait. Enfin, vraiment cher, non, c'est les prix du marché, si tu veux. Vous n'avez pas le budget encore pour ça? Nous, par rapport en fait, à notre activité digital nomade, à notre Instagram, etc., il n'y avait pas le budget. Donc du coup, on s'est renseigné et on a vu en fait que beaucoup de gens sur Instagram, des couples justement, préféraient l'utilisation d'un tripode. D'un trépied, autant pour moi. Et en fait, les trépieds, on adore. Et dans notre cas, du moins, on trouve même ça mieux. Parce que du coup, on peut prendre autant de photos qu'on le souhaite. C'est bête à dire, mais en fait, quand tu as un prestataire, bah, du coup, tu n'oses pas lui demander une 12e prise de la même photo au même endroit. Et donc là, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. On a pris un appareil avec la fonctionnalité de déclencheur, du coup. Minuteur, comment ça s'appelle? Ouais, déclencheur. Enfin, un retardateur. Ouais. En fait, il fait 10 photos. Tu as le temps qui passe. Après, moi, en fait, je déplie, du coup, les trépieds. Et les nôtres, je fais plus ou moins 1m60, 1m50, 1m40, il fait le nôtre, non? Non, 1m50 pour moi. 1m50 de trépied. Et en fait, on trouve un beau spot, Eddie se positionne, je cadre l'image, je mets le focus et tout. Et après, je déclenche. Il déclenche, donc à 3 secondes pour venir du coup me rejoindre. Donc moi, j'étais utile pour le focus. Et après, du coup, il y a 10 photos qui s'enclenchent, quoi. Tac, 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 tac. Et en plus, au final, on ne savait pas qu'il y avait cette fonctionnalité sur cet appareil. Et c'est quand on a cassé, du coup, le Leica, là, le Lumix, que du coup, on a découvert ça. Donc, l'inconvénient, c'est que lui, c'est pas un compact, c'est un réflexe. Et donc, du coup, il est plus lourd. Et donc, quand tu l'as sur le coup, la qualité, c'est nettement meilleure. Et quand tu regardes les hybrides, c'est pareil, hein. Enfin, c'est mieux maintenant. Ouais, les bridges, c'est comme ça? Hybride. Ah, hybride, c'est quand tu as, c'est comme un réflexe, mais sans le système de visée de réflexe qui est beaucoup plus léger du coup et beaucoup plus intéressant pour des digital nomades. D'accord. Moi, je t'en parlerai après si tu veux. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, là maintenant, on fait des photos avec du coup notre appareil et le trépied. Ouais. Et après, on va dire, on
utilise des filtres. Et ça, c'est une chose superbe à faire. Des presets, Oui, c'est des presets, des filtres pour Lightroom. Et ça, pour moi, c'est chouette à faire. Vraiment, si vous êtes photographe, si vous avez des compétences, créez des filtres. Créer des filtres. Il y a beaucoup de photographes américains, enfin de youtubeurs photographes américains qui font ça, qui vendent leurs presets. Bon, du coup, on a été leur client, entre guillemets, dans le sens où nous, on a acheté du coup une centaine d'euros de presets pour qu'en fait ça puisse fit plus ou moins avec toutes nos photos. Après, on fait la colorimétrie, on les travaille un petit peu quand nécessaire. Mais du coup, on a acheté des presets, parce que nous, une formation, on n'est pas vraiment dans la photo, etc. Donc on a acheté des presets, on a mis Lightroom sur mobile et sur nos desktops, et du coup, on s'est un peu, entre guillemets, auto-formé. Même si on a encore beaucoup de compétences à apprendre. Moi, je pense qu'un next step, ça va être qu'on se mette du coup un peu plus à Photoshop pour... Après, carrément, nous, là, on est au début, on a 2000 followers sur Instagram et tout, mais moi, je crois que dès qu'on aura beaucoup plus de gens qui nous suivent, etc., vraiment avoir un photographe à nos côtés, ce serait vraiment l'idéal. Parce qu'il y a de la vidéo aussi. Il y a la vidéo aussi. La vidéo aussi, c'est chouette. Sauf que déjà, nous, là, bon, ça fait, on va dire, 8 mois qu'on fait des belles photos, etc., etc. Et ça prend quand même beaucoup de temps parce que les Instagram et tout, avoir un beau profil et tout, ça prend du temps. Il ne faut pas se le cacher. Avoir un photographe qui gère ce côté des photos, des couleurs, de créer un beau feed Instagram, d'avoir un sens esthétique sympa, etc., etc. Ça c'est chouette, de créer des vidéos, de faire des vidéos sur YouTube même. C'est chouette. C'est chouette parce que tu as une autre, on va dire, une autre façon d'avoir du public. Pardon, voilà. Tu as une autre façon d'avoir du public et c'est chouette. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est les valeurs rajoutées. Et c'est quoi vos objectifs sur ce projet? Alors, parce qu'on a bien compris vos deux activités. Là, vous vous mettez en commun, donc vous continuez vos activités de prestation de services et le fait de voyager ensemble vous permet de le faire, donc c'est très bien. Bon, après, toi, tu es un peu plus sur l'automatisation aussi, si j'ai bien compris aussi. Parce que les prestations de services, elles sont automatisées quelque part. C'est pas toi qui le fais directement. Ouais, elles ne sont pas automatisées, puisque en fait, j'interviens encore beaucoup en gestion de projet. Parce qu'en fait, les clients sont en front avec moi, et moi, je suis en front avec les équipes de développement au Togo. D'accord. T'as pas quelqu'un qui fait le lien en management à ta place, en chef de projet? Pas encore. Ben, ça s'est fait en fait à un moment donné, avant que je me nomadise. J'avais un chef de projet, etc. Ça se fait un petit peu, mais en fait là, j'ai fait le choix de le faire. Mais du coup, c'est une très bonne question, ce que tu viens de poser par rapport à notre projet, par rapport au blog. Est-ce qu'on souhaite continuer d'être prestataire ou pas? Parce que moi aussi, j'ai lu le livre de Tim Ferriss. Comme beaucoup de monde, je pense. D'ailleurs, à ce moment-là, on était dans un hamac, dans une île des Cyclades, sans électricité et sans eau. Et c'était une super belle expérience. Et on se nourrissait, j'avais un harpon, j'avais un sac de riz. Et on a tenu 22 jours comme ça en mode survie. Jusqu'à qu'il y en a deux qui meurent, c'est ça? Vous avez fait une cérémonie à la Koh-Lanta. Et ouais, au final, du coup, ouais, on avait nos affaires dans les fontaines. C'était assez hardcore, mais c'est une belle expérience de vie. Bref, c'est là-bas que j'ai lu le fameux livre qui m'a beaucoup plu. Je me suis mis du coup à l'offrir à tous mes proches. Et donc en fait, notre objectif avec Digital Nomad Couple, qui est en fait du coup le blog qu'on fait, c'est aussi notre Instagram, etc. C'est en fait de créer un blog pour montrer aux gens qu'on peut voyager d'une manière complètement différente. Parce qu'en fait, nous-mêmes, à l'époque, quand on voyageait, avant de rencontrer Alessia par exemple, quand j'allais en vacances avec mes parents ou avec mes amis, etc., et bien, du coup, on allait dans un endroit, on allait sur TripAdvisor et on regardait du coup les endroits les plus touristiques, on s'y rendait, on était content et on rentrait à la maison. Ça s'arrêtait là. En fait, si tu regardes les choses avec de la hauteur, oui, des activités sportives dans des endroits sympas, etc. de temps en temps, mais sur le point de vue culturel, ça s'arrêtait là. Et je trouvais ça un peu triste en fait, de juste aller voir un monument et de rentrer à la maison. Et donc du coup, le fait de voyager d'une part en tant que nomade, mais aussi du coup avec le projet du blog qu'on a, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dans des endroits pour vivre avec les locaux. Par exemple, on ne va pas dans les hôtels luxueux, on va, comme tu as pu le voir en Grèce, dans des plages de nudistes grecs, tu vois. Même dans des ghettos. Oui, à Athènes, on a vécu dans le ghetto africain. Et Athènes, du coup, c'est une ville qui a été ravagée par la crise, la drogue, les clandestins, l'immigration. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que
du coup, la ville est en feu, et je sais quoi, ils sont en feu et en sang. À feu et à sang. À feu et à sang, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un quartier révolutionnaire qui s'appelle Exarchia, et en fait, imagine un quartier cerné par les Gilets jaunes, un quartier comme les Carmes, cerné par les Gilets jaunes, la police ne peut plus rentrer, et tous les jeudis, c'est cocktail Molotov et tout ça, tu vois. Et en fait, dans ce quartier-là, il y a tout qui se fait. Malheureusement, il y a la drogue qui s'y est installée, au-delà de l'aspect révolutionnaire, et la drogue, ça a créé des problèmes, du coup, parce qu'il y a du deal, il y a de la violence, il y a toutes ces choses-là. Et en fait, si tu veux, c'est des quartiers assez difficiles. Et nous, en fait, on va proche de ces quartiers, voire parfois dans ces quartiers-là, pour vivre avec les locaux et comprendre vraiment les problèmes des pays dans lesquels on va. Donc en fait, oui, on aime bien être un peu lifestyle, entrepreneur lifestyle, tout ça. Mais nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est quand on voyage dans un pays, s'approcher de la culture. Et nous, on a l'intime conviction que la culture d'un pays, c'est à travers les habitants du pays qu'on la découvre. C'est pas forcément juste aller dans un musée ou juste en allant voir un monument, c'est vraiment en vivant avec les locaux et en comprenant parfois des choses complètement qui paraissent anodines, genre le fait d'enlever les chaussures avant de rentrer dans une maison, par exemple, ou ça peut être plein de petites choses comme ça. Et en fait, on découvre toutes les coutumes, toute la culture des gens, justement en vivant avec eux et surtout en faisant des interviews. Parce qu'en fait, à travers le blog, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interviews sur des sujets qui sont des problèmes dans des pays. Tu vois, par exemple, en Grèce, on a traité le sujet de la crise. Donc on a parlé du coup à une architecte qui a tout perdu au moment de la crise de 2008. Et donc elle nous a expliqué que du jour au lendemain, elle n'a plus de clients, que la maison qu'elle avait achetée, elle ne valait plus rien. Que ça, tu veux l'exporter comment? Tu en fais un article, un reportage et tu le mets sur le blog? Pour le moment, en fait, on retranscrit l'interview audio. Parce qu'en fait, on commence tout juste pour le moment. Donc en fait, on n'a même pas de micro-cravate, on utilise le téléphone. Et après, l'audio, on le retranscrit à l'écrit pour qu'il y ait du contenu textuel, ce qui est aussi bon pour le SEO, pour le blog. Et après, on compte effectivement s'orienter sur du podcast. Ça, c'est un travail de journaliste, au final. C'est la passion d'Alessia, écrivaine, journaliste. D'accord. Mais alors du coup, ce blog, c'est une sorte de média, du coup, dans lequel vous allez mettre vos propres reportages? On va dire que les blogs, c'est un petit peu tout. En fait, si tu es atteint et tu veux voir un bon resto où te mettre bien un soir, tu vas le trouver dans notre blog. Mais si par tu vas prendre à ajouter des cocktails Molotov, exactement, tu peux trouver ça aussi. Ou si tu veux éviter les cocktails Molotov, pas du coup. Et en fait, c'est vraiment hyper complet parce que ça parle à la fois du lifestyle, du coup, notamment le lifestyle, la vie d'une digital nomade à travers le monde, du coup, des petits conseils, des petites astuces, chaque pays, du coup, par exemple, la Grèce, sur l'article qui concerne la Grèce, tu pourras trouver la partie, on va dire, hôtel, Airbnb, combien ça coûte, etc., la nourriture, combien ça coûte. On a fait même comment je peux dire, un daily budget, du coup, un budget quotidien sur lequel tu peux vivre à 2, 25 euros, 30 euros, 45 euros. Et pour chaque pays, on fait le daily budget. Ouais. Après les transports, même comment bouger en ville, à Athènes, est-ce que c'est cool de prendre des ferries, de quel port de la ville, au sud, à l'ouest. Il y a plein de conseils pratiques, des vies pratiques pour un digital nomade parce que malheureusement, c'est pas que te mettre dans des beaux endroits et travailler et gagner 5 000 € par mois, mais c'est aussi des choses compliquées, notamment pour l'internet, la connexion, elle est stable, elle n'est pas stable, trouver des beaux lieux, des coworking, plein de choses. Du coup, il y a, on va dire, beaucoup de valeurs pour qui cherchent de se nomadifier et qui bossent notamment avec l'Internet, n'importe dans quel domaine, mais avec l'Internet. Et après, la deuxième grande chose, c'est vraiment cet aspect local. Du coup, comment vivre comme un local à Athènes, à Marrakech, à Venise, à Naples, en France. Avec un masque. En ce moment, ouais, malheureusement. Et comment c'est du coup vivre et on va dire comprendre la vie d'un Athénien
plutôt que s'arrêter à regarder les news je ne sais pas, à la télé, où ils disent oui, en fait, la Grèce, elle est en crise. Non. Qu'est-ce qui se passe vraiment, tu vois? On rencontre l'histoire, la mentalité. On a fait une interview magnifique à Damianos. Ouais, à une ONG. Ouais. Magnifique, ouais. En fait, c'est une ONG qui a créé du coup une école d'informatique gratuite pour tous les clandestins, les immigrés, même du coup les Grecs qui n'ont pas de travail. Et c'est des cours de développement web intensifs, enfin web et mobile. Ça s'appelle Social Hacker Academy. Et donc du coup, lui, il se dit, bon, mais plutôt que de donner du poisson aux gens qui ont besoin de manger, je leur donne la canne à pêche. Et c'est bien pensé parce qu'il y a un modèle sélectif. Il y a des cours, pendant une semaine, il y a une sélection naturelle qui se fait, quoi. Et après, il n'y a que les bons et ceux qui sont courageux qui restent. Et c'est une belle école. C'est une belle école et puis c'est gratuit, il y a un système de financement derrière. Et du coup, on a fait une très belle interview. Et il y avait du coup le directeur de l'ONG et du coup un réfugié politique congolais qui était du coup élève et qui nous racontait son expérience. Donc on a fait une interview à ce réfugié politique congolais qui a une histoire fabuleuse, extraordinaire, c'est plus le mot. Dans le sens où il travaillait en fait pour le bureau qui respecte les droits de l'homme au Congo, sauf que c'est le Congo, et que si tu fais ton travail et que tu es dans ce bureau-là, en fait tu fais peur au président. Mais ils sont obligés, pour être la République démocratique, en fait ils sont obligés d'avoir ce fameux cabinet qui est censé faire respecter les droits de l'homme. Il s'est mis à faire une base de données avec tout ce qui n'allait pas, et il a fini en prison. En prison au Congo, et puis il s'est évadé en avion. Il est arrivé en Turquie. Avec un faux passeport en Turquie, après il est arrivé avec les bateaux en Grèce, et maintenant il est à Athènes. Et du coup, c'est vraiment chouette parce que, par exemple, avec Damianos, du coup, les gars qui a créé tout ça, on a parlé de comment créer comment ça se dit en français? ONG, une association. Une association en Grèce. Est-ce qu'en Grèce, ça marche le crowdfunding ou pas? Et il y a eu plein d'aspects comme ça, sympathiques, un petit peu comment ça marche l'entrepreneuriat en Grèce, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est possible et tout. Et tout ce contenu, comment vous voulez le monétiser concrètement? Je vais tout te dire, mais juste pour revenir rapidement sur ce sujet, en fait on écrit dans le blog ce que nous on aurait aimé lire avant d'arriver. Voilà, globalement c'est ça. Et après, par rapport aux interviews, on oriente toutes les questions des interviews pour pas que la personne elle se lamente ou qu'elle explique ses problèmes, mais plus qu'elle nous explique toutes les solutions. Donc le réfugié politique congolais, on lui a posé des questions pour que ses réponses soient vraiment des solutions concrètes. Et le gars nous a dit, bon, mais je suis rentré dans une église, j'ai joué au piano, et du coup, grâce à ça, il s'est intégré dans une certaine société là-bas, tu vois. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on mène nos interviews. C'est tout le temps un problème, et nous, on veut savoir les solutions pragmatiques que le mec a trouvées, pour que d'autres personnes qui ont ce problème-là puissent comprendre ce qui s'est passé. Mais on traite aussi l'homosexualité au Maroc, plein de choses comme ça. Comment ouvrir un business au Maroc en étant français, en étant anglais, en étant italien, c'est vachement cool. La femme dans un pays du Maghreb, plein de sujets, on va dire, chauds, entre guillemets. Et on va parler avec des gens, des locaux ou pas, qui habitent du coup dans les pays qu'on visite, dans lesquels on habite du coup. Et eux, ils nous parlent de la solution qu'ils ont trouvée au problème. Et du coup, on va dire, ça peut servir comme aide aux gens qui veulent faire la même chose. D'accord. Ouais. C'est génial. Et pour la monétisation. En fait, pour l'expérience, ouais. Et donc là, la monétisation, globalement, en fait, il y a plein de manières de monétiser un blog. Et en fait, nous, on va certainement en cumuler plusieurs, mais pour le moment, on se concentre beaucoup sur l'apport de valeur. Parce qu'en fait, pour monétiser un blog, il faut du trafic. Pour avoir du trafic, il faut de la valeur. Et donc, il faut de l'audience. Donc, premier sujet d'intérêt pour nous, c'est créer un média qui apporte de la valeur et donc qui draine du trafic. Donc, bien évidemment, on le fait en essayant de respecter toutes les règles de l'art concernant du coup le développement web, concernant la rédaction, concernant le SEO, le référencement naturel, etc., etc. Donc du coup, je vais parler des différents modèles économiques qu'on va mettre à court terme. Donc il y a du coup ce qu'on appelle le ghostwriting, c'est-à-dire que du coup, à travers notre blog, les agences de voyage et les différentes sociétés
identifie rapidement qu'on est en capacité d'écrire sur des sujets. Et donc en fait, entre guillemets, le blog à ce moment-là nous sert de vitrine pour vendre de la prestation de service en rédaction. Donc par exemple, des sociétés qui vont nous commander une 50aine d'articles à rédiger pour leur tour opérateur, par exemple. Leur propre média. Exactement. Donc ça, encore une fois, c'est un business model qui est basé en fait sur la vente de prestations de services. Donc pour nous, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais à court terme, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Tant qu'on n'a pas beaucoup de trafic, en fait, on vend surtout Alessia, parce que c'est Alessia qui rédige tout sur le blog. Donc là, on vend en fait de la rédaction à très court terme, parce que c'est la solution de facilité, le blog nous sert de vitrine, etc. Après, dès qu'on aura du trafic, on pourra vendre de l'article sponsorisé, tout comme sur Instagram d'ailleurs. En fait, en fonction de l'audience qu'on a, de est-ce que l'audience est spécialisée sur un sujet donné, parce que des fois, en fait, on peut même monétiser ses posts Instagram ou ses articles sur le blog, même avec 2000 followers et 2000 visiteurs par mois sur le blog. Oui, s'ils sont ciblés, qualifiés. Tu as tout compris, si on est sur des sujets de niche, etc. Donc nous, on est sur Digital Nomad couple, donc c'est assez ciblé, mais pas autant qu'une personne qui serait vraiment spécialisée, comme on a vu dernièrement, une personne qui faisait que le monde des Walt Disney à travers le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés, mais du coup, nous, on l'est en tout cas dans ce domaine, et on compte monétiser du coup de la création de contenu. Par exemple, demain, il y a un hôtel ou un coworking qui souhaite du coup avoir un article sur notre blog. Pourquoi? Parce qu'il souhaite bénéficier de notre audience et aussi de notre trafic. Quand je parle de trafic, en fait, je parle de référencement naturel. C'est-à-dire quand il y a un article sur son coworking sur notre blog, eh bien du coup, ça lui promet une certaine position sur Google. Parce que notre blog, de manière générale, à ce moment-là, il aura un certain potentiel, ce qu'on appelle du jus en SEO. Donc ça, c'est le deuxième business model, donc l'article sponsorisé. Qui va aussi avec tout ce qui est Instagram, post, Instagram, story, etc. Et puis on s'est renseigné aussi sur comment en fait monétiser son Instagram, parce que pour le moment en fait on a quasiment 2000 followers, on n'a pas encore enclenché ces business models-là de je vends des posts, je vends l'article sponsorisé, mais c'est des choses qui vont arriver assez rapidement, je pense. Mais globalement en fait le calcul il se fait par rapport au ratio, c'est quoi le terme? Intérêt? Tu sais les 34%? C'est je crois de l'intérêt qui est de l'engagement. Ouais, de l'engagement, c'est ça le mot-clé. C'est de l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, les spécialistes qui vont aller t'acheter en fait, du contenu, c'est-à-dire les directeurs de marketing des sociétés qui font du social marketing, etc., qui veulent t'acheter en fait, de la visibilité, ils vont regarder en fait, l'engagement de ton audience vis-à-vis de ton contenu. Et pour ça, tu as des calculateurs en ligne où tu mets ton compte Instagram, et du coup, par rapport au nombre de photos que tu as, au nombre de likes, au nombre de commentaires, il te sort un pourcentage. Nous, par exemple, on a 34% de taux d'engagement, et c'est en fonction de ça qu'il te dit, bon, en vue de l'engagement que tu as et de ton nombre de followers, tu peux monétiser X euros ton post. Pour information, nous, on est quasiment à 2000 followers avec 34%, et du coup, on nous sort du 70 euros par post Instagram. Ok. Voilà. Bah, ce qui n'est pas très cher. Ce qui n'est pas très cher, non. Et c'est ce que le calculateur nous sort, mais on est dans un monde, en fait, où c'est de l'opportunité. Bien sûr. Donc, tu as tout compris. Donc ça, on verra. Nous, en fait, on ne compte pas court terme monétiser des posts Instagram, je pense pas. En fait, l'idée, c'est plus de vendre du contenu et pour moi, notamment, d'arrêter de bosser pour certains clients et de me focaliser complètement sur des sujets qui me passionnent, genre les voyages, plutôt qu'écrire les contenus pour des hôtels ou des restaurants. C'est vraiment de me spécialiser dans l'écriture des contenus dans les domaines du voyage. Oui, pour ton propre média aussi. Exactement, exactement. C'est clair. Et après, par rapport au poste, en fait, tout ça va dépendre du client. Parce que au client, tu peux lui vendre les posts, tu peux lui vendre la story, tu peux lui vendre l'article sur ton blog, tu peux lui vendre plein de petites choses qui après ça va te créer une petite enveloppe et déjà en commençant avec 1 par mois, 2 par mois, 3 par mois, petit à petit tu vas créer ton réseau et c'est ça. C'est ça. Donc business model, on a ghostwriting, article sponsorisé. Vous faites de l'affiliation aussi? Et c'était le troisième justement, lien d'affiliation. On voulait commencer avec nos sacs, on a acheté des backpacks. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Damianos, du coup, le directeur de l'ONG, qui nous a parlé de ça. Parce que nous, on s'apprêtait à prendre des sacs à 300 euros, tu sais. Ouais. Donc bien cher et tout ça. Et donc ça faisait 600 euros de sac quand même, c'est le prix de l'appareil photo. En fait, on s'est dit,
Enfin non, c'est rien dit du tout. C'est le gars de l'ONG qui nous a dit non les gars, arrêtez vos conneries, il y a des sacs sur Amazon à 30 €, ça fait le job. Et c'est vrai que ça fait le job. Ils sont vraiment cool. Ouais, c'est 44 litres, ça passe en cabine. Ouais. Et il y a tout l'espace qu'il faut. Vous n'avez pas de bagages en soute? Non. Ça c'est de l'handicap réel quoi. Les bagages en soute, les bagages à roulettes et tout ça, c'est ce qu'on souhaite éviter à tout prix. Ouais. Là, je viens de faire un tour du monde de 4 mois avec un bagage cabine aussi. Et c'est génial, ce sentiment de liberté, d'avoir ton propre. Enfin, tout ce que tu as, tu le portes facilement. C'est ça. C'est quoi les sacs que vous utilisez? C'est Cabine Max, la marque, mais ils en font plusieurs. C'est le Cabine Max de 44 litres. On pourrait te le mettre pour que tu mettes en lien de la vidéo. Ça marche. En description. Je vous mettrai un lien affilié à moi du coup. Exact. À 50-50. Exact, on en reparlera. Et donc l'affiliation, voilà, ça c'est un sujet. Effectivement, on pense à nos sacs, mais ça peut être autre chose. En fait, tout ce qui nous est utile, on va essayer d'avoir des liens d'affiliation. Ça va être du service. On fait de l'affiliation sur les banques en ligne qu'on utilise. Donc du coup, là, en ce moment, on utilisait, avant on utilisait WireX, donc on a fait du lien d'affiliation avec WireX, maintenant on utilise Crypto.com, et on a d'ailleurs notre compte commun avec Crypto.com. C'est avec ça qu'on fait nos dépenses. On s'est dit qu'on allait en faire un compte commun parce que du coup, il y a 3% de cashback. C'est-à-dire que sur tout ce que tu achètes avec ta carte bleue, sauf à la pompe à essence, c'est bien, du coup, tu as 3% de discount. Et ça, c'est vraiment superbe, surtout si tu fais plein de dépenses à la carte bleue. Donc tu bloques quand même pas mal d'argent de côté. Ouais, c'est vrai. C'est 500 MCO. Ouais, donc du coup, c'est entre 1500 et 2000 € que tu bloques pendant 3 mois seulement. 3 mois, ouais. Mais c'est bien de le dire parce que tu vois, par exemple, je suis tombé sur crypto.com et quand on m'en a parlé, c'était 5% de cashback, ce qui est énorme. Mais là, il faut bloquer 250 000 €, je crois, un truc comme ça, pour avoir la carte magique. Mais déjà, juste avec une carte simple, tu peux récupérer 1%, je crois, sans avoir à bloquer d'argent, ce qui est déjà énorme. Tu bloques Il me semble que tu bloques, mais je suis plus sûr. Ah si, tu bloques, c'est 0,5 si tu bloques pas, et si tu bloques, tu as un 5. Nous, on avait bloqué 5 000 €. Ce que je mettrai des liens dans la description de cet épisode, et puis si les gens sont intéressés pour avoir plus d'infos sur les cryptos, je mettrai aussi un lien vers ton mail ou quelque chose qui permettra de tomber sur toi. Et si les gens sont intéressés, il faut qu'ils nous envoient un mail pour nous proposer nous demander de faire un épisode que sur ça peut-être. Ça pourrait être intéressant, que sur la crypto. Ouais, la crypto-monnaie, c'est du coup quelque chose qui peut aussi permettre d'avoir une indépendance financière, d'avoir des revenus passifs, et donc il y a une corrélation directe avec le nomadisme et la liberté. Carrément. Et donc du coup, c'est vrai que ça pourrait du coup faire l'objet d'un podcast dédié, donc ouais, n'hésitez pas. Parce que l'argent en voyage, j'en parle moi dans ma formation sur le digital nomadisme, c'est une part importante. Quand tu pars dans plusieurs pays où les devises ne sont pas les mêmes, il faut que tu essaies de comprendre un peu les taux de chacune, que tu gères ton budget au jour le jour, sans avoir des frais bancaires délirants à chaque fois que tu vas payer un Starbucks, un truc comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant, le concept de crypto, d'être proprio de ta monnaie, enfin de ton argent, de pouvoir le switcher en la langue que tu veux en quelque sorte. C'est quand même assez délirant. Je trouve ça délirant moi, que ça soit pas encore assez connu en fait. Bon, je me dis que le lobby des banques il y est pour beaucoup et fait tout pour étouffer le truc. Ouais, aussi pour effrayer. Alors moi, ce que je dis souvent par rapport à la crypto-monnaie et même à toutes les innovations de manière générale, c'est qu'en fait la courbe d'adoption d'une innovation, elle passe toujours par 3 étapes. Donc en fait, tu as la première qui est vraiment l'étape de ridicule. Ouais, n'importe quoi, t'es Bitcoin. On va déjà rigoler au visage, tu vois. Ouais. Et n'importe quoi. Donc le moment vraiment du ridicule dans une innovation, c'est la première étape. Après, la seconde étape, ça va être du coup la peur. Et on est un peu aussi entre le ridicule et la peur par rapport au Bitcoin. Ouais, Bitcoin, Darknet, porno, pédophilie, tu vois. En fait, non. Si tu comprends vraiment la technologie de la blockchain et de ce que ça apporte, on n'est pas là-dedans. C'est comme à l'époque où Internet s'est créé, mais tout le monde disait moi j'y crois pas. Internet ça marchera pas. Sur le Minitel quoi. Exactement. Et en fait, il y a eu cette même courbe d'adoption pour Internet. Parce que les gens disaient oui, j'ai Internet, il y a du contenu pédophile et tout. Il y en a toujours. Il y a toujours des trucs bizarres sur Internet, mais c'est devenu une commodité. Et maintenant, plus personne ne peut vivre sans ça. Et j'en viens du coup à la troisième étape de la courbe d'adoption, qui est en fait l'évidence. Quand ça devient obvious, c'est que du coup, voilà, l'innovation est terminée. Tu sais que c'était la même chose pour l'appareil photo numérique, hein, avec Kodak. Quand Kodak d'ailleurs est allé dans le mur direct en se disant non mais c'est ridicule la photo numérique, tu vas prendre une disquette pour faire une photo après, c'est quoi le délire? Et on voit aujourd'hui comment c'est, donc non mais c'est intéressant et on en parlera. Tu peux prendre toutes les innovations, Airbnb, Blablacar, tout ça là, c'est passé par ces 3 étapes. Et la crypto-monnaie, c'est en train de passer entre l'étape 1 et l'étape 2 en fonction des gens. Dans ta tête, pour toi, c'est clair et tu es déjà à l'étape 3, moi aussi, mais tu as des gens pour lesquels c'est encore en étape 1 ou en étape 2. Ouais.
Voilà. Le Donc moi, passage je suis d'une persuadé étape à que ça l'autre devient- peut être très très rapide. C'est ça. C'est marrant. Ouais, carrément. Ok, écoute, merci à tous les deux pour tout ça. Est-ce qu'il y aurait, peut-être pour revenir sur la partie photo-vidéo, vous êtes arrivé dedans un peu par opportunité, par hasard aussi, parce que ça servait vos intérêts en quelque sorte. Vous avez compris la valeur de l'image et de comment l'utiliser pour mettre en place vos projets. Ce qui est un peu différent des photographes qui nous écoutent peut-être, qui sont dans la photo et qui essaient eux de faire le schéma inverse, de trouver un moyen de les monétiser, de faire comme ça. Qu'est-ce que vous aurez à dire, vous, à quelqu'un qui manque peut-être de cette... pas d'ouverture d'esprit, parce qu'il est déjà en train d'écouter ce podcast depuis 1h30, et qui a compris l'intérêt de se bouger pour trouver des débouchés et tout, mais qui n'a pas cette connaissance du marché et qui, grâce à vous, a plein de billes quand même. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Eddy, par exemple? Alors moi, j'ai vraiment c'est commencer petit et grossir vite. Il ne faut pas en fait se dire oui, je vais faire un gros truc, allez, je fais un plan sur 3 ans, etc. Non, c'est se faire un plan à la semaine. Parce que le problème des gens qui n'agissent pas ou qui ont peur en fait d'agir, il y a la honte, il y a la peur, il y a le manque de confiance, il y a toutes ces choses. Mais pour justement contrer tout ça, et bien du coup, plutôt que de se dire bon, je veux aller là, il y a plein de choses à faire et je me fais un plan sur 3 mois. Non, tu te fais un plan sur 1 semaine et après tu verras. C'est vraiment commencer petit et grossir vite, c'est tout. Ça, c'est du coup vraiment le conseil ultime que j'ai envie de transmettre. C'est pareil pour moi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Non, ça marche pas, il faut que tu trouves un autre conseil. C'est l'effet d'agir en lui-même, de faire des choses, de ne pas rester là, pas bouger, avoir des rêves, mais pas les réaliser. Essaye, ça marche pas, tu trouves quelque autre chose, c'est pas grave. C'est bien de pas réussir, ça va sûrement t'aider et c'est bien peut-être, moi je ne sais pas après comment ça marche dans la photographie, mais moi par exemple, peut-être des fois j'écris des choses bêtes ou nulles. Ça arrive, je n'étais pas inspirée, peut-être un photographe fait des photos horribles un jour. Ça arrive, même au meilleur. Il ne faut pas avoir la crainte du ridicule, comment je peux dire, to fail. De l'échec. C'est vrai que c'est une des peurs les plus... c'est Napoleon Hill qui met ça dans son bouquin Réfléchissez, devenez riche, qui dit qu'il liste les peurs. Et par exemple, la peur de mourir ou la peur d'être malade ou quoi vient en toute dernière position. La vraie peur des gens au quotidien, c'est de se sentir con, de se sentir ridicule, d'avoir le jugement des autres. Ça, c'est le premier truc à détruire de votre esprit quand vous entreprenez. Et une autre chose extrêmement importante, c'est quand tu penses à ton futur, ne pense jamais au négatif. Parce que si tu dis, et c'est ça s'est passé comme ça, et c'est ça, et si je vais en Thaïlande, je me casse une jambe, et si je vais en Brésil et ils me volent mon appareil photo, ça va se passer. Si tu le dis, c'est déjà ta réalité en fait. Ouais. Et du coup, tu dois vraiment être hyper positif. Tu vas te dire, bon, maintenant je pars au Brésil. Au Brésil, je trouve 10 clients et je vais gagner 10 000 € en 2 mois. Paf. La visualisation. La visualisation. Exactement. Et même t'auto-convaincre de la chose. Se vendre à soi-même une idée. Exactement. Je pense qu'on est le plus difficile de nos clients au final. Ouais, c'est vrai. C'est ça. On est le pire vendeur et le pire client parce qu'on a du mal à se... D'ailleurs, pour être un bon vendeur, il faut être capable de se mettre à la place du client. Ce que tu disais sur le photographe qui va se brander un petit peu. Ouais, l'empathie. Si tu te dis, mais est-ce que moi j'achèterais mes propres photos? C'est extrêmement important. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Alessia vis-à-vis de l'échec, moi je pense, c'est ce que j'applique dans mes projets, c'est fail fast. En fait, l'idée, c'est de ne pas entreprendre un projet. Enfin, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui se lancent dans des projets et qui sont là 3, 4, 5 ans et qui sont encore dans leur projet qui n'est pas successful. Ils ne veulent pas abandonner ou pivoter ou changer d'audience. Enfin. Et donc, du coup, le maître mot, c'est tu fais quelque chose, tu mets toute l'intensité que tu as et au bout de 3 semaines, en fait, c'est essayer de produire la situation d'éventuel échec le plus vite possible. Et puis, une fois que tu es en échec, bam, tu relances un autre truc.
Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut même du coup le provoquer, l'échec. Là, il faut le chercher. Ouais. C'est de l'échec que tu peux sortir des leçons, une remise en question. Exactement. Tu as un excellent bouquin sur ça qui est court à lire, qui s'appelle Les vertus de l'échec. Je te filerai les références et je les mettrai en description aussi. Ça va faire beaucoup de boulot, j'espère que j'ai rien oublié. Mais ce qui explique justement comment l'échec a permis à certaines personnes qu'on connaît tous, genre Rafael Nadal, De Gaulle, qui au final toute leur vie, enfin au début de leur vie, ont eu des gros échecs. De Gaulle a été traité comme la dernière des sous-merdes par toute sa hiérarchie militaire avant de quitter la France pendant la Deuxième Guerre mondiale pour ensuite aider à la libération. Nadal s'est pris une énorme raclée par Gasquet à 7 ans. Son père, qui était son entraîneur, l'a défoncé et depuis il est devenu numéro 1 mondial. Et Gasquet, lui, qui a connu que des victoires, a connu des échecs ensuite. Tu vois l'idée de tu perds, mais tu gagnes au final parce que tu es capable de prendre un enseignement des trucs. Ouais. On va conclure sur ça. Ouais. Si on a vu tous les points qu'on devait voir, au pire on en fera un deuxième épisode. Ça pourrait être intéressant. Peut-être même à l'étranger, sur une autre destination. Ça pourrait être cool. Nous, c'est l'Asie du Sud-Est, la prochaine destination. Ouais, je te conseille la Thaïlande. Ouais. Vous voulez pas de la Thaïlande, c'est juste génial. Donc du coup, c'est des photographes qui nous écoutent et si vous êtes en Asie du Sud-Est, allez faire un tour sur notre Instagram, voir où on est. Puis ça pourrait être cool, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Vraiment, c'est une bonne idée là, à côté de ton idée de collaboration avec des Instagrammeurs. C'est une idée que j'ai eue vraiment pendant les podcasts en parlant, parce que les brainstorming c'est hyper important et si vous n'avez pas des personnes avec lesquelles vous pouvez faire des brainstorming, faites-le avec vous-même. Avec toi-même, c'est clair. Et prenez un Google Doc et écrivez toutes tes idées et après dans l'idée A, ça va créer l'idée B. Dans le discours, il y a des belles idées qui viennent. Ouais. Ce podcast il marche super bien, on trouve des idées en l'écoutant mais même en le faisant. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Bon, du coup, je mettrai les liens et du coup, on peut vous retrouver sur www.digital-nomade-couple.com et ensuite sur Instagram en tapant Digital Nomade Couple, on trouve facilement. Exactement. Et je remettrai les liens. Merci et à bientôt du coup. Merci à toi et merci à vous qui nous écoutez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce dernier vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager autour de vous. Et au début de l'introduction, j'annonçais une petite surprise. En fait, il s'agit d'un code promo sur l'atelier Digital Nomade, un code qui vous donnera accès à une promotion de 50% sur l'atelier. Donc pour en profiter, il suffit de cliquer dans le lien qui est en description, de passer commande et au moment où vous passez la commande, il suffit d'ajouter le mot voyage 2020, le code voyage au singulier 2020, qui est le coupon de réduction pour avoir accès à la réduction. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'atelier quand vous l'avez suivi et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.